Salut tout le monde, on est avec Olivier Delamarche qu'on ne présente plus, éditorialiste, analyste économique, qui a, littéralement survécu à maintenant 4 crises. Je sais même plus si on peut, toutes les compter. Mais donc, voilà, tu as vu le pétage de gueule des années 80, la bulle dot-com, tu as vu le pétage de gueule de 2008. Et du coup, évidemment, on va pouvoir rentrer en matière rapidement. Dans l'échelle du pétage de gueule, selon toi, on en est où? Voilà, disons les choses clairement, là, tout de suite. De tout ce que tu as vu, c'est plutôt Mike Bah Tyson écoute, ou c'est je suis pas assez vieux pour avoir vu la crise de 29, hein. Euh, mais ça me paraît là, je pense, le plus gros pétage de gueule qu'on ait jamais connu. Tout simplement parce que en fait, on n'a jamais rien réglé. OK. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que en 2008, on a eu une crise qui était je dirais, le démarrage d'une crise. Et puis on l'a mal géré. Et à partir de là, on a fait semblant. Et on a fait Mmh. semblant, là, pendant 14 ans. On a fait semblant, on a imprimé beaucoup d'argent pour qu'on ait un espèce une espèce d'ersatz de croissance, hein. Et puis, et puis donc, finalement, on est démuni quand la bise est venue. Et là, on s'enchaîne deux crises, une qui n'en est pas une vraiment, qui était la crise sanitaire et qui a été tellement mal gérée que, évidemment, c'est devenu quelque chose d'important, mais qui au départ n'était qu'un catalyseur et un déclencheur, un révélateur de ce qui s'était déjà passé avant, et il n'y a rien eu de nouveau. Je rappelle quand même que fin 2019, alors que le Covid n'était pas arrivé, on était déjà en récession. On était Mmh. déjà en bon. Donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. On traverse cette crise Covid qui est affreusement mal gérée pour le coup, avec des dirigeants qui sont d'une incompétence rare et qui en profitent parce que c'est vraiment le cas rêvé, c'est le prétexte rêvé pour installer une société de plus en plus contrôlée, de plus en plus même fliquée, et avec des restrictions de liberté majeures. Et puis on s'assoit gentiment sur les lois, sur Monsieur Macron gère tout par état d'urgence, comité de défense, enfin bon, des trucs qui n'ont aucune raison d'être pour un rhume, hein, parce que Mmh. au final, Omicron, c'était un rhume. Bon, moi Ouais, je on l'ai voit la eu, dernière vidéo, je suis resté couché pendant une journée, enfin bon, c'est un rhume. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Et puis, on s'aperçoit que petit à petit, il y a des trucs qui ressortent et qui ne sont pas reluisants. Bon. mmh. Et là-dessus, je trouve que enfin décembre 2021, on commence un peu à être en perte de vitesse avec le Covid, parce que plus en plus de gens quand même trouvent que c'est un peu exagéré tout ça pour un rhume. Et puis, on commence la campagne, on commence à avoir des nouvelles qui ressortent sur Alstom, sur la gestion du Covid, sur bon, des affaires un peu embarrassantes pour Monsieur Macron Si tu et peux pour nous Madame rappeler déjà, Pécresse. on avait, on est autour de donc l'endettement, le bilan de Macron en termes d'endettement, corrige-moi si je me trompe, mais c'est au minimum 600 milliards de plus, on est d'accord? 600 milliards, c'est les 2 dernières années. C'est Seulement les 2 deux. dernières années? Oui, oui, c'est les 2 dernières années. Tu as 600 milliards de plus pour, au final, ne même pas revenir au PIB de Ouais, 2019. c'est Hein, ça. puisque tu connais
le célèbre calcul de monsieur Bruno Le Maire, Oui, il a fait tu fais 7% de moins croissance. 8, tu fais Ouais, plus 6,7, parce qu'on dit toujours 7, mais c'est un ouais, arrondi, plus 6,7. 6,7. Et lui, il trouve qu'on vient au Mmh. même endroit. Bon, bah, Ouais. évidemment, il a quelques problèmes mathématiques, hein, Bruno Le Maire. Il sait pas ce que c'est qu'un hectare. Il sait pas. Il pense que quand le Bitcoin perd 30%, eh ben, il faut qu'il fasse x3 pour revenir au même endroit. Enfin bon, il a vraiment des problèmes mathématiques, le pauvre garçon. Mais voilà. Donc, Mais il déclare la guerre à la Russie. Mais il déclare la guerre économique à la ah, Russie. mais C'est il ça qui est beau. déclare la guerre économique à la Russie, mais c'est tellement minable. On est vraiment dirigé par des crétins. Là, on Ouais. ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus. C'est le gars qui va. Alors, déjà, on voit qu'il connaît absolument pas la Russie, qui compare la Russie, l'économie russe, à l'économie portugaise ou espagnole. Enfin, je veux dire, c'est juste risible. Alors que la Russie, c'est un pays qui a zéro dette, Oui. c'est un pays qui a à peu près toutes les matières premières et qui est dans une grande partie des matières premières le leader. Mmh. Hein. Le blé, le pétrole, le Et gaz, l'aluminium. ah bah, tout, la potasse, tu Ouais. en as une liste, il y en a une liste. Et donc, tu as ce pays qui, en plus, on le sait, a une économie, entre guillemets, souterraine qui est Mmh. énorme. C'est-à-dire, on sait très bien que sur toutes les transactions qui va y avoir, sur toutes ces transactions, tu as 50% à peu près qui est en liquide. Donc, si tu veux, quand la Russie annonce 1500 ou 1600 milliards de PIB, tu peux tabler sur le double. Mmh. Hein, donc 3200. 3200, je rappelle qu'en France, on fait 2400 milliards. Eh oui, oui. D'accord. Donc, je pense que monsieur le maire pourrait très vite se taire, ça nous ferait des vacances et surtout, ça nous éviterait d'entendre des idioties. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je te dis, il y a quand même quelque chose qui est assez curieux parce que au moment où on ne parlait plus de Covid, les Américains poussent vraiment en décembre. Tu sais que Poutine remet deux brouillons de traités Oui. à Biden et à l'Europe, où ils disent ce qu'ils demandent depuis le départ, c'est-à-dire pas d'extension de l'UE, pas d'extension de l'OTAN, et que ce soit bien clair sur la Crimée, etc. Et puis de créer deux régions dans le Donbass qui soient autonomes, ce qu'il y avait déjà dans les accords de Minsk. Hein. Et, euh, Biden l'envoie se faire foutre, quoi. Donc, évidemment que ça énerve. Au bout d'un moment, il a des demandes très claires. Ça serait très simple de terminer cette guerre. Hein. Mmh. On signe le fait que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, on signe le fait que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'UE, et c'est terminé. C'est Si terminé. jamais Mais d'ailleurs, on ne veut pas. selon toi, si la guerre se termine, parce que c'est vrai que bon, on Je peut ne faire un t'entends point pas, là-dessus. Idriss. Tu m'entends pas? Je Tu t'entends m'entends pas. pas là? Pas du tout. OK. Est-ce que là tu m'entends? Je t'entends pas du tout. Merde. Allô? Est-ce que tu m'entends? Dans le chat, ouais, donc le chat entend. Je ne t'entends pas. Pourquoi je ne t'entends pas? Alors une seconde. Allô, allô? Moi je t'entends très bien. Toi, tu m'entends? Oui, Ouais. mais moi, je t'entends pas du tout.
Allô, Idriss? Mais moi, je t'entends pas. Ben non, j'ai rien touché. Non, j'ai rien touché. J'ai rien touché, j'ai rien touché, j'ai rien touché. Bon, désolé dans le chat, le temps que alors je vais mettre quelqu'un, là c'est quelqu'un qui dit, investi dans du matos. Là, on est en déplacement, mais c'est plus les logiciels de stream, en fait, hein. Là, j'utilise StreamYard, d'habitude, j'utilise le logiciel de YouTube. Donc, évidemment, c'est des petits essais-erreurs. Attends, Le temps qu'Olivier reconnecte. Là, c'est bon, tu m'entends? oui, OK, super. parfait. Alors, Bon, la question que je voulais te poser juste avant ce petit incident technique, c'était parce que quand même, on va pas tous se tirer une balle dans la tête non plus. Si la guerre s'arrête, parce que comme tu le disais, en fait, les raisons de la guerre et on va y revenir. Moi, je pourrais résumer, j'ai déjà fait 2 lives sur l'Ukraine, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais je pourrais résumer dans le fait que les États-Unis ont essentiellement sacrifié l'Ukraine pour faire chier la Russie. Ils ont tout fait pour faire chier les Russes, mais vraiment tout. Mais par contre, ils n'ont pas défendu l'Ukraine. Donc là, soit ils voulaient faire chier les Russes et il fallait défendre l'Ukraine, il fallait dire: «OK, notre armée va s'engager à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine». Bon, ça aurait causé la troisième guerre mondiale, je suis bien d'accord, mais soit ils voulaient faire chier les Russes jusqu'au bout et dans ce cas-là, il fallait protéger l'Ukraine, c'était la base. Mais là, on voit bien que géopolitiquement, les Américains ont jeté l'Ukraine sur la gueule des Russes, et que tout s'est cassé, que les Ukrainiens sont en train de prendre le plus cher qu'ils ont jamais pris depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être depuis Tchernobyl en tout cas. Mais essayons de dégager deux, trois points d'optimisme, même si on n'est pas là que pour ça. Mais toi, en tant que, comment dire, vétéran des crises économiques et de non mais voilà, je veux dire, tu as réussi à en voir d'autres quand même. Tu as réussi à tu as vu tu as vu des branlées, tu as vu la crise.com et tout. En gros, pour être un petit peu optimiste, si jamais là, demain, il y a un accord de paix qui est signé, ne serait-ce que pour les marchés, tu penses que ça repartirait comment? Vaguement, hein. bah, On s'est fait alors, tellement bouger que c'est pas sur les marchés, je vais te dire ce qui va se passer. Ce qui se passe là en Ukraine, c'est champagne dans les banques centrales. ah oui, bah C'est oui. champagne dans les banques centrales. Mmh. Pourquoi? Bah parce ils étaient emmerdés avec cette histoire il fallait faire semblant de s'occuper de l'inflation. Mmh. Donc, ils étaient emmerdés depuis des mois. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'on n'en parle absolument plus depuis Mmh. quelques semaines. Ils étaient emmerdés parce qu'ils avaient les fesses entre deux chaises, entre se dire oui, il faut quand même qu'on ait l'air de s'en occuper de cette inflation et que donc comme on en est en partie responsable, il faut qu'on calme le jeu et il faut qu'on arrête la planche à billets, il faut qu'on arrête le quantitative easing. Un peu comme la fin 2018. La fin 2018, Powell nous annonce que ça y est, la croissance est repartie, que tout va bien et que donc c'est génial, on va pouvoir monter les taux. Et puis, 2 semaines plus tard, après s'être pris une petite claque de 20% sur les marchés financiers, eh bien là, Powell est revenu en disant bah oui, mais là, excusez-moi, mais ouais, bon, on va quand même baisser les taux et on va faire repartir la planche à billets et on va refaire des QE. Bon, ça, c'était 2 semaines fin 2018, les premières semaines de 2019, hein, et ils vont recommencer là. Et donc, je te dis, c'est champagne. Quand ils ont vu l'Ukraine arriver, ils se sont dit, bah, c'est le cadeau de Noël avant Noël. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est génial, on va avoir un superbe prétexte pour arrêter notre storytelling de dire qu'il fallait qu'on monte les taux, il fallait qu'on arrête le quantitative easing, il fallait qu'on rétropédale. Et en fait, le rétropédalage, il est impossible. Je l'ai répété Ouais. X fois, il est impossible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendaient un prétexte. Là, le prétexte, il est tout trouvé. Et donc, ils vont nous dire, bah oui, mais c'est la guerre. C'est la guerre, on ne peut pas monter les taux quand c'est la guerre. Il faut Mmh. quand même être sérieux. Donc, et d'autant plus qu'on va se choper une monumentale récession. Mais monumentale. Bon.
Tu Donc, veux dire à pour côté de ceux qui... laquelle la récession Covid ne sera rien, quoi? C'est ça que tu es en train de dire? Quand tu dis monumental, c'est Covid, c'était l'exercice, quoi? Mais t'as pas eu de récession pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on l'a amorti, la récession, pendant Mmh. le Covid. On a distribué de l'argent et jusqu'à plus soif. Ouais, Donc, mais tous les bars qui euh, ferment, moi je parle de l'économie réelle, tu vois? Tous les bars qui ferment, tous les restaurants, eux, ils vont pas oui, rouvrir. mais ceci dit, il n'y en a pas tant que ça, si tu veux. Tu n'as pas eu tant de liquidation que ça, puisque on soutenait, on remplaçait le chiffre d'affaires par de la dette. Donc, Mmh. évidemment, même les entreprises zombies ont continué à vivre parce que tu les fuelais tous les jours. Donc, il n'y a pas eu les effets d'une récession normale, si tu veux. Le chômage n'a même pas fortement augmenté Mmh. parce que tu avais le chômage partiel. Donc, tout ça, ça a été totalement camouflé. Mais là, tu vas pas pouvoir camoufler les trucs très longtemps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir les banques centrales qui vont à nouveau délivrer à fond, faire tourner la planche à billets à fond, remettre les taux à zéro très vite. Mmh. Et là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tu peux parfaitement avoir une hausse sur les marchés actions après la purge là, que tu as eue. Tu peux avoir une hausse sur les marchés actions, mais qui sera une hausse, comme d'habitude, artificielle, c'est-à-dire juste on met du pognon jusqu'à ce que ça remonte, en Ouais. fait. Hein, parce qu'il faut le faire remonter, parce que sinon ça entraîne trop de choses derrière. Mais de toute façon, tu vas avoir une récession monumentale. Mmh. Mais monumentale, parce que là, si tu veux, à force de ne rien régler, et là, on joue avec le feu. Je veux dire, si vraiment Poutine veut couper l'approvisionnement en gaz, comme le Ouais, dit Charles Gave, c'est 2 jours. C'est 2 jours. Au bout de 2 jours, l'Allemagne, c'est terminé. pour l'Allemagne. D'accord? Il n'y a plus Heureusement, rien nous en qui sort France, des chaînes de production. voilà, Donc ça heureusement, va nous en faire mal. France, heureusement en France, on est beaucoup moins dépendant du gaz russe parce qu'on a encore On un est nucléaire. beaucoup moins dépendant, mais je dirais, d'autres déséquilibres. Donc, on ne peut pas se permettre non plus, si tu veux, je te rappelle que les gilets jaunes, l'essence était à 1,60, hein. Oui, Elle oui, n'était non, mais pas à c'est clair. 2, ou elle n'était pas à 2,10, hein. Donc Ouais. là, leur état, enfin, si tu veux, leur état financier ne s'est pas amélioré depuis, hein, au Et contraire. justement, mais c'est là que je voulais en venir parce que dans cela, il faut qu'on propose quand même des solutions ou au moins que moi, voilà, tu as été éditorialiste un certain temps, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ton expérience exécutive. C'est-à-dire, en gros, si on n'avait pas Bruno Le Maire, si on n'avait pas le génie, de Bercy et qu'on avait un staff là, qui est conscient de la situation, qui voit la situation en face, parce que je sais bien que, avant tu avais été même chez BFM, mais, on t'empêchait de dire les choses telles qu'elles étaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les grands médias, on n'informe pas les Français, on leur dit pas ce que tu es en train de dire. On leur dit pas: «Écoutez les enfants, petit 1, on va se prendre une récession. Petit 2, les banques centrales peuvent pas remonter les taux, donc effectivement on va vers une inflation et en plus maintenant, comme tu l'as expliqué, elles sont open bar en termes médiatiques, c'est-à-dire elles vont tout jeter sur l'Ukraine. Donc elles vont te dire qu'on est dans l'inflation jusqu'aux yeux à cause de l'Ukraine et que c'est pas de leur faute. Donc ça sera le moment idéal. Et puis, comme tu le disais, les Russes ils ont le bouton on/off de l'économie allemande, qui est la première économie de la zone euro. Donc, les Russes, demain, si on les fait vraiment, vraiment chier, ils peuvent appuyer sur un bouton et éteindre l'économie allemande. C'est tout à fait exact. Aucun média, c'est vrai, aucun média ne nous le rappelle. Et on ajoute à ça, on n'en a pas parlé, que les Russes maintenant ont créé leur système de paiement, enfin, ont démocratisé leur système de paiement avec les Chinois et que un jour va arriver où c'est nous qui allons utiliser le système de paiement chinois si ça continue. Si on laisse traîner les choses comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'avec la Chine plus la Russie et sans doute l'Inde qui pourrait être tentée, on va se retrouver comme des cons à utiliser leur système de paiement et c'est Swift qui sera en minorité. Mais là, déjà pour commencer, si toi, tu faisais partie d'un conseil de guerre en France qui voit venir les vrais dangers de 2022. Donc, par exemple, que la Chine attaque Taïwan, parce qu'après tout, puisqu'on parle de réjouissance, OK, là, on a bien sûr, l'Ukraine, le blé qui s'envole, les pays du Maghreb qui sont en position latérale de sécurité parce qu'ils sont dépendants du blé. Et boum, allez, la Chine embraye sur les semi-conducteurs et UMC, TSMC arrête de produire, donc les 2 plus grandes usines fonderies de semi-conducteurs au monde.
Bon, et ça peut arriver dans 6 mois. On est d'accord? C'est-à-dire là, donc imagine, demain, le peuple français a repris le pouvoir, il t'a mis, toi, avec d'autres personnes comme Charles Gave ou d'autres, dans un conseil de guerre. Merde, les gars, on fait quoi? Et vous avez l'exécutif de la France et même des trucs drastiques. Honnêtement, tu peux le dire, on est complètement libre sur ma chaîne. Là, comme ça, face à cette année 2022 où on se prend des risques systémiques, où on va vers une récession, il faudrait faire quoi? Au bout d'un moment, faudrait qu'on, et je parle de la France, pas de l'UE. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, c'est sortir de l'UE. OK. C'est vraiment Ça, on est sortir de l'UE. C'est le premier truc à faire, c'est arrêter avec cette espèce de mafia corrompue qui est l'UE. Déjà parce que je rappelle qu'au passage, on récupérerait instantanément 13-14 milliards, parce par que an. c'est notre contribution nette, Mmh. d'accord, et qui ne va faire qu'augmenter. Et heureusement que l'Ukraine n'est pas rentrée dans l'UE, parce que sinon, ça serait 3 milliards de plus, d'accord. Et parce que je rappelle quand même que le Brexit fait que il a fallu qu'on compense, et donc l'absence des Anglais, et donc on en est à 13 milliards de contribution nette. Donc ça déjà, si tu veux, c'est une dépense qui est totalement inutile. Donc tu récupères 13 milliards, c'est pas rien 13 milliards hein, Mmh. de récupération comme ça. Donc c'est à peu près 0,5 points de PIB, hein, donc c'est pas tout à fait rien. Avec ça, on Donc, investit dans le nucléaire, par exemple? pardon. Avec ça, on investit dans le nucléaire, par exemple? Bah, avec ça, tu peux te payer une ou deux centrales, quoi. Donc Mmh. c'est déjà pas mal. Puis après, tu t'arrêtes de faire le con sur les éoliennes, et puis tu peux te payer encore quelques centrales. Enfin, donc il y a, si on veut trouver de l'argent, il y en a pas mal qui est dépensé n'importe comment, et on l'a vu là récemment. Si vous voulez, il y a un moment où on peut pas être d'un côté l'État qui consacre le plus de pourcentage de PIB, qui capte Ouais. ou dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Si, il y a assez d'argent. Il y a bien assez d'argent. Le problème, c'est que c'est très mal utilisé et que c'est très mal réparti. Si tu veux. Donc, au lieu d'aller payer des infirmières qui font du boulot, ou au lieu d'aller payer des policiers qui font leur boulot, etc., C'est qu'est-ce les qu'on policiers. fait? On va payer des cabinets de conseil qui nous font des tableaux Excel. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Donc là, pour le coup, tu vas récupérer beaucoup d'argent. Et puis, donc, je te dis, sortir de cette Europe, sortir de l'euro. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, ah là là, au secours, sortir de l'euro. Mais concrètement, posez-vous la question de ceux qui nous regardent, posez-vous la question de ce que ça vous a apporté. Mmh. Alors, à part de ne pas faire de change quand vous partez en vacances en Ouais, et ça, Italie on ou s'en ailleurs, fout, on a des cartes enfin, de c'est quand crédit. même pas. Pardon. Le change aujourd'hui, en fait, tout le monde s'en fout. C'était un argument, mais aujourd'hui, on paye par carte, donc dans tous Exactement. les cas, on se prend le change, ouais. Mais donc, et puis revenir d'urgence à un état de droit. Parce que Mmh. là, on est en train de le piétiner, l'état de droit. Mais vraiment le piétiner. Comment veux-tu, et ça va avoir des conséquences énormes sur le long terme, comment tu peux accepter que RT, parce que je connais un Oui, peu le sujet, oui, comment soit peux-tu interdit. accepter que RT soit fermé Mmh mh. par décision de Madame van der Leyen, Mmh. d'accord, alors que en décembre, elle avait eu l'autorisation de continuer à émettre par l'Arcom. Mmh. Et pourtant, l'Arcom ne rêvait que d'une chose, c'était de Oui. fermer RT, sur Mmh. ordre de M. Macron, parce que c'était quand même pas sa chaîne préférée. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en dehors de tout process juridique, on peut t'arrêter, on peut fermer ta société, comme ça, du jour au lendemain, sans aucun prétexte. Aucun. Oui.
D'accord? Non, c'est scandaleux, Et c'est totalement scandaleux. Il y a même pas besoin de enfin, il faut le ressouligner, mais c'est totalement scandaleux et ce oui, n'est mais pas légal effectivement. c'est surtout que derrière, tu es investisseur, tu vas investir en France, Bah, alors que oui, tu oui. sais très bien que du jour au lendemain, on peut fermer ta boîte. Le Chinois, tu penses qu'il va venir monter une société ici, alors qu'il sait que tout d'un coup, il y a Monsieur Macron qui va se dire, ben, j'aime pas les Chinois, comme il a dit, j'aime pas les Russes, et il va fermer ta boutique. Mais tu peux pas monter une boutique dans ces conditions-là. D'accord? Tu peux pas investir dans ces conditions-là. Et là, en plus, on vient de supprimer totalement le droit de propriété. Oui. Monsieur le maire Mmh. s'est réjoui d'avoir saisi un bateau d'un milliardaire russe, mais et ses villas sur la côte, Mmh. et il se réjouit de bloquer les comptes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ça sera toi et moi, Ouais parce qu'on aura dit des choses méchantes sur Monsieur Macron, et on et l'a vu qu'on au va nous Canada. saisir notre compte, qu'on va nous saisir nos propriétés, comme l'a fait d'ailleurs Monsieur Trudeau dans un silence assourdissant Voilà, exactement. sur les convois de la liberté. Voilà, Donc, bah, il a le saisi Canada, les c'est un comptes, exemple. il a saisi les propriétés. C'est inadmissible. Mmh. On est en dictature. Et à partir de ce moment-là, moi, je pense que c'est gravissime, parce que c'est pas gravissime sur le coup. Si tu veux, ça va énerver M. Poutine, qui, une fois qu'il aura fini son opération militaire, va nous rappeler à ses bons souvenirs. Et donc, on risque là, parce que les sociétés Renault, BNP, Mmh. Société Générale, LVMH, Total, etc., qui sont en Russie, ils ont quand même des soucis à se faire. Parce que Oui, une fois que l'opération militaire sera finie, il va s'occuper de notre cas. Donc, oui. mais là, on est tombé, on a basculé dans quelque chose qui, les milliardaires russes en question, ils n'avaient pas tué de petite vieille, que je Mmh. sache. Il n'y avait pas de, il y avait pas il n'y a pas eu de processus juridique. Ils Mmh. n'avaient pas commis de délit, ils n'avaient pas commis de crime. Ces types-là étaient juste russes. Et ben demain, ça sera les Chinois. Après-demain, ça sera les Bruns. Après, ça sera les Roux. Après, ça sera. On s'arrête où? Et ça, sur le long terme, c'est catastrophique. Parce Bien que sûr. après, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te dis, s'il n'y a pas de droit de propriété, moi, je n'investis pas ici. Mmh. Donc, sachant que je vais pouvoir me faire saisir à tout moment. Donc, on va aller ailleurs. Donc, et là, c'est sur le long terme. Et pour récupérer la confiance, ça va être extrêmement difficile. Tu ne peux rien faire dans un pays dans lequel il n'y a pas une stabilité juridique et dans lequel il n'y a pas des barrières, si tu veux. On ne peut pas accepter qu'un dirigeant pète un câble à un moment et dise, bon, ben, toi, tu n'es pas d'accord avec moi, je te saisis ta maison. Enfin, là, on vit en pleine URSS. Hein. Alors, on Et agresse, on n'arrête pas d'agresser les Russes. Et puis là, on est tombé en plus. Moi, je trouve que c'est merveilleux le Covid, parce que le Covid et la crise ukrainienne, parce que ça a fait sortir toute la bêtise humaine. Et là, question bêtise humaine, on est au maximum. Quand on entend que on refuse que se déroulent, enfin, que participent des sportifs russes, des chefs d'orchestre russes, mais enfin, oui, non, mais c'est, Valéry Gergiev, par exemple, en plus, c'était des amis de la France, c'était des francophiles. On s'est complètement tiré une balle dans le pied là-dessus. Valéry Gergiev, là, qu'ils ont interdit, il était francophile à en crever, ce mec. C'était un ami de la France. Il avait rien fait. Il était même pas enfin, on disait qu'il était pro-Poutine, pas du tout. Il a juste accepté une commission. Bah, c'est comme ça. Je veux dire, tu regardes Robert Hue, là, il soutient Macron. Il est un ancien communiste. Mais effectivement, l'avantage aussi de ton analyse, quand même, c'est que même si elle est très sombre, mais encore une fois, on n'est pas là pour être au pays des bisounours et on n'est pas là pour raconter des banalités. L'avantage qu'elle a quand même, ton analyse, c'est qu'elle ramène les problèmes à une grande variable. Pour l'instant, c'est l'état de droit.
Certes, il y a la souveraineté, bon, ça va avec, si tu veux. La souveraineté, donc le retour au franc, moi, tu sais bien que j'y suis favorable parce que je vois très bien les conséquences et comment la Suisse a su se protéger dernièrement de beaucoup de volatilité et son gouvernement l'avait même dit, tu te rappelles, c'était il y a 2 ans: «Nous sommes plus forts parce que nous sommes seuls». Cash, je crois que c'était Ueli Maurer en Suisse qui avait dit ça. Et là, cette notion effectivement, du retour de l'état de droit, je pense que la majorité des Français l'a pas comprise. Parce qu'on les a tellement mis dans l'émotion, avec du Glucksmann, des machins comme ça, on les a tellement mis dans des réponses émotionnelles conditionnées où les médias disent: «Voilà, lui, c'est le méchant, il faut le sanctionner en agitant ses petits bras». Mais bon, l'Ukraine, elle s'en fout complètement qu'on ait ou pas saisi un yacht, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour commencer. Par contre, quand nous, effectivement, comme tu le disais, on va se prendre les rétorsions sur Total, sur le Crédit Agricole, sur Renault, sans parler de nos produits de luxe. Tu as dû voir ce fait divers que Mario Draghi était intervenu personnellement pour que les sanctions ne portent pas sur Gucci. Parce que le patron de Gucci, voilà, lui a dit: «Bon, écoute, tu es bien mignon avec tes conneries, mais n'empêche que les Russes, ils achètent mes sacs, donc maintenant, tu vas faire en sorte que les sanctions ne portent pas sur Gucci». Donc, tu peux être absolument sûr que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec Bernard Arnault. Et mieux, je pense même que là, si Bernard Arnault fout les pieds physiquement en Russie, je pense que Poutine n'hésitera pas à l'arrêter, en trouvant n'importe quelle raison bullshit. Oui, Mais, je pense que là, on est à un niveau où Bernard Arnault ne peut plus foutre les pieds physiquement en Russie, ainsi que, l'essentiel de son cercle proche et de sa famille proche. Donc c'est clair que ça nous retombera sur la tronche, très rapidement. Mais au moins donc, tu proposes des solutions. Il faut qu'on reprenne notre souveraineté juridique, il faut qu'on reprenne notre souveraineté économique, notre souveraineté énergétique. Bon, on connaît l'affaire Alstom et comme tu disais, c'était en train de sortir enfin après 5 ans où des gens comme Thinkerview avaient essayé de râper. D'ailleurs, saluons Pierucci, hein, saluons monsieur Pierucci, vraiment oui, ce tout à fait. grand héros, qui a rapporté l'affaire Alstom et qui a douillé. Donc pour les personnes dans l'audience qui ne savent pas qui est monsieur Pierucci, allez voir son interview, sur Thinkerview. Monsieur Pierucci a été victime d'une tentative de guerre économique brutale de la part des États-Unis. Ils l'ont intimidé, ils ont abusé de leur pouvoir, ils l'ont foutu en tôle avec des sicarios pendant des années où des amis à lui ont dû hypothéquer leur baraque pour le sortir. Tout ça pour racheter Alstom, tout ça pour affaiblir Alstom et racheter Alstom par une boîte d'ailleurs qui était en faillite puisque General Electric n'est pas du tout une boîte en bonne santé, au passage. Donc voilà, au moins là, tu nous apportes quand même des directions. Donc, si tu étais dans un comité de crise, ça serait sorti de l'Union européenne, ça serait sorti de l'euro. Donc, évidemment, on recontrôle notre inflation, on recontrôle notre money supply. Et les secteurs dans lesquels tu investirais en priorité, ça serait l'énergie. Et j'imagine peut-être le secteur marin ou à profiter des avantages de la France avec notre zone économique. Mais il y a plein de choses, enfin, comme tu le disais, euh, on, a, on a des chercheurs dans une conversation qu'on avait eue il y a il y a quelques temps, il y a des chercheurs qui cherchent, qui finissent quelquefois par trouver, mais c'est sale de gagner de l'argent avec, donc Ouais, on n'en sait rien. évidemment, on ne les utilise pas. Il y a plein de choses qu'il faut changer en France. Il faut pour moi, il faut qu'on approche le système suisse qui n'est pas parfait. On est d'accord, mais au Tout à fait moins d'accord. qui a un avantage, c'est que on n'a pas cette personnalisation qui fait qu'on a des égocentriques comme dirigeants. Aujourd'hui, personne n'est capable je crois même en Suisse d'ailleurs, personne n'est capable de savoir qui est le ministre des Finances en ce moment, etc. Ouais. Et il change tous les 3 ans, je crois. Enfin bon, il y a vraiment pas cette personnalisation qui fait que, eh ben, on se retrouve avec des gars qui enfilent des costumes qui sont bien trop grands pour eux, mais bien trop grands pour eux, et qui sont en fait des vagues communicants, mais sans fond, sans quelque chose de réellement de fond. C'est que de la forme. Et on a des gens
eux sont intelligents, réfléchissent, etc., mais qui seront toujours écartés du pouvoir parce qu'ils ont le charisme d'une huître, par exemple. Donc, y en a qui seraient des très bons techniciens, etc. Mais sauf qu'ils ne seront jamais élus. Et puis, vous avez le petit jeune qui fait gendre idéal, qui a rien dans la tête et qui se vend comme un paquet de lessive, quoi. Mais le problème, c'est que quand, quand on est dans une période où il n'y a pas de crise, où finalement ça se passe bien, qu'on a de la croissance, que tout va bien, que ça, bon, bah là, ça peut passer. De toute façon, on l'a bien vu par exemple à un moment avec la Belgique. Hein. Ils n'ont pas eu de gouvernement, mais ça s'est très bien Ouais, passé. tout à Donc, fait. au contraire, ça s'est même mieux passé que Ouais, certaines fois. Donc, là, il y a pas de problème. Les choses se gèrent toutes seules, etc. Sauf que quand ça commence quand le vent commence à se lever, ben, il faut qu'il y ait un barreur. Et le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui s'est barré. Il n'y en a aucun qui s'est barré. Enfin, quand on entend Bruno Le Maire, les déclarations de Bruno Le Maire les unes après les autres, c'est quand même un cocktail de bêtises, mais comme on n'a jamais vu. Bon, et ce type est quand même ministre de l'économie, donc c'est quand même le, le gros ministère. Bon, et on a Le Drian à la Défense, c'est ouais, il est au frais. pathétique. Enfin, et on a Macron qui se fait prendre en photo, pas rasé, etc. C'est du grand guignol. C'est du grand guignol. Qu'est-ce qu'il a à foutre dans cette guerre? C'est pas son rôle. Et au contraire, il pousse, et il se fait prendre pour un minable par Poutine. Mais pourquoi? Parce que depuis le départ, c'est un minable. Poutine, il supporte pas les gens qui insultent leur peuple, qui leur disent qu'il veut les emmerder, etc. Poutine, il défend son peuple. Alors après, on peut critiquer Poutine. C'est sûr que c'est pas un bisounours, c'est pas un gentil garçon. Mais ça n'empêche que, franchement, économiquement, je De pense que toute la façon, Russie aujourd'hui est dans une position qui est quand même bien meilleure que la France. bah, absolument, mais c'est pour ça qu'on fait ces lives, en fait. C'est parce que tu as aucune chaîne qui le dit et c'est horrible de dire ça parce qu'on arrive d'un côté, on dit: «Voilà, on va faire la guerre économique totale à la Russie, on va exploser l'économie russe» et la réalité qu'on est obligé de vous dire, voilà, sur cette chaîne, c'est qu'en réalité, pour l'instant, bon, alors le rouble, effectivement, s'est pris une rouste, mais Oui, mais en plus, bon, c'est la Russie n'est pas endettée, elle continue, d'un côté, le rouble s'est pris une rouste, mais de l'autre côté, les matières premières ont flambé, donc pour la balance commerciale russe, en ce moment, c'est la fête. Effectivement, l'économie russe est dans une meilleure posture que la nôtre, ce qui est complètement dingue quand on y pense. C'est oui. c'est un truc, Mais enfin, aujourd'hui, réellement, il va falloir régler l'addition. Et mmh. l'addition, elle est monstrueuse. C'est-à-dire on est à 3 000 milliards de dettes Alors dis-nous une seconde, pour un elle est PIB qui est à majoritairement peine à 2400. elle est majoritairement où cette dette? Elle est dans les assurances vie? Elle est là, en fait, quelle partie on peut renier concrètement? C'est quelle partie peut être reniée de cette Mais dette? tu peux pas renier la dette, parce qu'à partir du moment où tu renies la dette, hein, ça veut dire que tu vas poursuivre sur cette idée de j'ai renié la dette, hein, je réimprime, je Ouais, refais de la dette, etc. Donc, tu peux pas renier la dette sans qu'il y ait des conséquences. Si tu renies la dette, à ce moment-là, tu vas mais une partie, je continuer parle, une partie. à fond la planche à billets. Et si tu continues à fond la planche à billets, ton euro vaut rien. Mmh. C'est tout. Enfin, il y a un moment où il faut se rendre compte que les choses sont pas si faciles que ça. Ça, c'est les théories de Nicolas Dufresne, de Gaël Giraud, etc. C'est j'efface la dette. Je Non. les ai appelés les Tipex. Tu vois, oh, ben, c'est cool, on efface la dette. Mais ça veut rien dire. C'est vraiment c'est même pas de l'économie. Ça ne veut strictement rien dire. Une dette, elle est détenue par quelqu'un. Et même si vous n'effacez que la dette de la BCE, même si vous Et voilà, par n'effacez exemple, que la ouais. dette détenue par la BCE, Mmh. mais quand vous émettez des billets pour la racheter, cette dette, Mmh. l'émission
de billets. C'est bien une dette, Oui, bien sûr. la contrepartie. D'accord? Donc, Mm. ça ne veut rien dire d'effacer la dette. À ce moment-là, c'est à chaque fois ce que je leur dis. Alors, ils sont bien incapables de me répondre. Mais pourquoi se limiter à 25%? Pourquoi se limiter à 25%? À ce moment-là, la BCE rachète 100% de la dette et 100% de la dette émise et elle l'efface. Et à ce moment-là, on ne paye plus d'impôts. Chouette. C'est une bonne nouvelle quand même ce que je vous donne. Mais On justement, arrête de payer des impôts puisque oui. la BCE émet des billets, le Trésor émet des obligations sans dette, d'accord? Et la BCE rachète ces dettes et elle les efface. Donc, on vient d'inventer le mouvement perpétuel, d'accord? Et donc, ça y est. Donc, et ça n'a aucune conséquence, paraît-il. Si Donc, tu moi, pouvais, si tu pouvais expliquer pour l'audience, comment aussi vite on a pu se retrouver avec, les 3 cavaliers, ils sont 4 normalement, mais les 3 cavaliers de l'apocalypse, à savoir de la dette, un taux d'imposition très élevé maintenant et la planche à billets qui tourne. Parce que normalement, tu peux pas avoir les enfin, si les finances étaient gérées rigoureusement, ça te fait marrer, je vois bien que ça te fait rigoler. Le normalement, bon, on est dans un film de David Lynch là, donc il y a plus rien de normal. On peut s'attendre à ce que des canards sortent des murs ou que des trucs, complètement voilà. Mais OK, mais normalement, dans un monde régi par les lois de la physique, tu es pas censé avoir les 3 à la fois. Tu es pas censé avoir une planche à billets qui est complètement en roue libre, une imposition, qui sait plus où aller avec regarde des taxes sur l'essence, là, la TVA sur la taxe, sur la machin, là. Bon, OK et de la dette par-dessus ça. C'est-à-dire que tu as surimposé et tu as, imprimé comme un malade et en plus l'État est endetté. Donc juste, comment on en est arrivé là? À avoir les 3 qui sont, zone enfin dans le contour là, on est en zone rouge sur les 3. La pression ben, je fiscale, vais te dire la comment pression on en est blanche arrivé et là. la dette. C'est que en 2006, en 1960, tu avais une croissance qui était une croissance de 6-7%. Tu n'avais pas de chômage, Mmh. tu avais très peu d'impôts, tu avais une démographie qui n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Tu avais 4 actifs pour indépendants, donc on était déjà, tu vois, très très loin. Et donc, tu avais de la croissance, tu n'avais pas de dette. Bon, à ce moment-là, on a mis en place un certain nombre de choses, hein, les retraites, etc., sur les données qu'on avait. Mmh. D'accord? Bon, sur les données qu'on avait. Et puis, il se trouve que pour des raisons démographiques, de progrès techniques, d'énergie, etc., on a perdu à peu près 1% par décennie de croissance. Mmh. Donc, tu fais le calcul, années 60, là, on est en 2020, ça fait -8. Ouais. D'accord? Bon. Et donc, a priori, si on part de 6-7, ça fait donc qu'on est en négatif ou à zéro, on va dire. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bah, tu as une démographie qui est complètement qui s'écroule, Mmh. qui s'est déjà un peu écroulée en 2008 à cause de la crise, qui s'est réécroulée avec le Covid et qui va probablement se réécrouler encore un petit peu plus avec l'Ukraine. Et donc, on a quitté très, très largement, tu sais, les fameux 2,10 Ouais. de taux de fécondité qui permettent le remplacement justement des générations. Donc, il n'y a plus aucun pays européen qui n'y est. Alors, le Japon, lui, il avait quitté le truc depuis longtemps. La Chine, c'est pareil. La Russie, Ouais, ils c'est sont à aussi un problème 1,5. chez eux. Mmh. Et là, l'Allemagne, ils sont à 1,50. Mmh. L'Italie et l'Espagne, ils sont à 1,20. Nous, on est miraculeusement encore, je pense que l'année 2021, on n'a pas encore les chiffres. 2022, je pense qu'on va tomber plutôt autour de 1,60, mais on était déjà à 1,80, un petit peu plus d'1,80, donc on était aussi loin des 2,10. Donc, toutes ces données-là font que
tu as un ralentissement. Ça veut dire que la croissance potentielle est de plus en plus faible. Mais quand tu fais une campagne électorale, tu sais très bien que si tu décris la situation comme je viens de te la décrire, il y a peu de chances que tu sois élu. D'accord ? Pour être élu, il faut que tu puisses dire bon, voilà, on va avoir une super croissance de 2 ou 3%, qu'on va avoir moins de chômage, etc., etc. Bon, donc il faut que tu racontes. Faut que tu racontes du rêve aux Français, et si tu leur racontes la vérité et tu leur dis il va y avoir du sang et des larmes, il y a peu de chances quand même qu'on t'apprécie beaucoup et qu'on mette un bulletin de vote avec ta tête. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que les politiques ont dit oui, mais il nous faut de la croissance. Et alors, les banquiers ont répondu moi, on peut vous faire de la croissance si on nous autorise les leviers. Ouais, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Bon. Et en fait, on a aussi inversé ça à partir de 2000. On a inversé totalement les choses et on a quelques économistes brillants qui nous ont expliqué à ce moment-là que c'était très simple de faire de la croissance. Il suffisait d'imprimer des billets. Ouais. Bon. Alors, tu peux imprimer autant de billets que tu veux, si tu veux, ça ne te générera jamais une transaction. D'accord ? C'est les transactions qui génèrent la monnaie pour faciliter la transaction, c'est pas l'inverse. D'accord ? Tu peux faire un tas de billets, t'asseoir dessus, il ne se passera rien. D'accord ? Donc, mais il y a eu cette espèce d'idée que peut-être dérivée de Keynes, alors que le pauvre Keynes, je pense qu'il n'avait pas pensé à ça du tout, mais enfin, c'est pas grave, mais qui était que la croissance monétaire générait la croissance économique. Ce qui est faux. Ce qui est archi faux. Comment on les cancel, ces mecs-là, déjà ? Tu vois, on parle de cancel culture, c'est eux qu'il faudrait cancel. Comment on désinstalle ce logiciel de la tronche de nos économistes et comment on réinjecte un tout petit peu de colbertisme ? Je vais dire des gros mots, mais un tout petit peu. Mais je vais te dire, je pense que ça va être compliqué parce que, alors j'ai appris, ça m'a sidéré, mais pas tant que ça, que Sandrine Rousseau était prof d'économie. Sandrine Rousseau est prof d'économie. Si à partir de là, tu as tout dit. Okay. Oui, ok, bon, voilà. Et elle n'est pas prof d'économie dans un collège de province, machin. Non, elle est prof d'économie, vraiment. D'université. Donc, à partir de là, tu peux te dire, bon, il y a un souci. Il y a un vrai souci. Donc, non, il faudrait… Le problème, c'est aussi que, si tu veux, on a beaucoup de profs d'économie qui sont profs d'économie, mais qui n'ont jamais foutu les pieds en dehors de leur bureau. Donc, tu peux pas, c'est juste pas possible. Un prof d'économie qui n'est qu'un universitaire, alors tu as des gens très bien dans les universités, mais ça n'empêche que le mec, il sait pas ce que c'est que l'économie. Donc, je dis toujours, tu vas lire 2 bouquins d'Ayrton Senna et 2 bouquins de Prost, ça ne fera pas de toi un pilote de Formule 1. Je te mets dans une Formule 1, tu te foires au premier virage. Donc, évidemment que ce n'est pas la même chose. Et il faudrait qu'on ait à nouveau des économistes qui soient des chefs d'entreprise, qui pratiquent l'économie. Donc, il faut que le gouvernement donne plus la parole à ces gens-là, pour commencer. Ça peut être évidemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir comme conseiller des Gabriel Attal qui sortent de l'école et qui n'ont rien vécu et qui n'ont pas de cerveau, eh bien, tu mets des gens comme Charles Gave qui a un petit peu plus de bouteilles, si tu veux, et qui va, lui, qui est un chef d'entreprise, qui est quelqu'un qui a pratiqué l'économie. D'accord ? Et ça, c'est sur tous les sujets, malheureusement. Le problème, c'est qu'on prend des gens qui sont des conseillers comme les McKinsey de M. Macron. Si tu veux, les gars, ils n'ont jamais monté une entreprise. Les types, ils te font des tableaux Excel.
d'accord? Ils te font des fiches. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. Et ça, sur tous les sujets. J'ai ma fille qui était à un moment dans une école de commerce. La première année, on invite les parents. Et l'école de commerce en question dit oh, ben, on a fait une super recrue, le gars il a écrit plein de bouquins, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire comme cours? Il va faire un cours de. Non, son titre c'était chercheur en entrepreneuriat. Ouais. Mais j'ai levé la main, j'ai dit il a trouvé ou pas? Non mais le mec il Ouais. est chercheur en entrepreneuriat, mais le type il a jamais monté une entreprise. Ouais. Donc, et ça, c'est des profs qui sont des profs dans des écoles, qui sont des profs de commerce, qui sont dans des grandes écoles. Quand tu vois comment on enseigne l'économie à Sciences Po et ailleurs, mais c'est pathétique. On leur fait des cours d'histoire d'économie. On leur dit Keynes, il a dit ça à tel moment, Friedman, il a dit ça à tel moment, Ricardo, il a dit ça à tel moment. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout, c'est pas ça l'économie. C'est juste du bon sens. Mais le bon sens, malheureusement, il n'y a pas d'UV de bon sens en fac. Tu vois, il faudrait qu'il y ait des UV de bon sens parce que ça changerait beaucoup les choses. Donc, le problème, c'est que je ne sais pas quoi te répondre sur comment il faudrait faire. Il faudrait déjà complètement changer l'enseignement de l'économie. Mais là, tu donnes déjà des pistes. D'abord, plus de place de la société civile. On pourrait commencer par faire des quoras et des quotas, en disant voilà, dans n'importe quelle commission, si tu veux une vraie commission paritaire, il faut qu'il y ait tant de gens de la société civile qui ne soient pas des universitaires, parce que comme disait Nassim Nicolas Taleb, la seule chose qu'un universitaire peut t'apprendre, c'est à devenir universitaire toi-même. Et c'est ça le vrai grand problème d'ailleurs, c'est qu'en économie, si tu es le meilleur élève d'un cours d'économie, ce qu'attend ton prof, c'est certainement pas que tu crées des emplois, mais c'est que tu deviennes professeur d'économie. Et donc, si tu es, voilà, si le mieux noté de ta classe d'économie, ce qu'attend ton professeur, c'est que tu deviennes, toi, son thésard, son étudiant en master, puis ensuite que tu deviennes prof d'économie. Donc, c'est sans fin, effectivement. Mais donc, déjà, si on fixait avec des textes de loi, des usages, des best practices, on disait, bon, dans telle commission, dans telle prise de décision exécutive, il faut qu'il y ait tant d'entrepreneurs. Et là, c'est même plus une question de droite et de gauche. Si tu veux avoir le point de vue proudhonien, là, un point de vue plus gauche de l'entrepreneuriat, tu dis des gars qui ont monté des coopératives, etc. Tu rentres même pas dans ce débat-là, parce que sinon, tu sais bien qu'ils vont dire oui, si vous mettez des entrepreneurs, ça va virer à droite. Pas du tout. Tu as des entrepreneurs de gauche. Alors, c'est comme les poissons volants, comme disait Jean Gabin, mais tu as des gens qui ont monté des coopératives, tu as des trucs, tu sais, la Corporation Mondragon en Espagne, qui est la plus grosse coopérative du monde. Donc, c'est même pas le problème sociologique, c'est-à-dire si vous faites ça, ça va orienter le débat plutôt à droite qu'à gauche. C'est à mon avis un faux débat. Mais par contre, garantir que la société civile soit, par exemple, que demain, le maire, il ait une sorte de commission de censure, un groupe de gens qui représentent le bon sens et qui lui disent tu déconnes. Tu es en train de chier dans la colle, Nono, tu fais n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on fait de la croissance, c'est pas comme ça qu'on fait ci. Et qu'il y a un code qui régisse ces interactions entre l'exécutif et des commissions qu'on peut appeler paritaires ou ce qu'on veut, ou civiles, des commissions qui représentent la société civile et qui sont là pour faire pression encadré par la loi, avec un code, comme on a un code de ceci, un code des douanes, un code de machin, on aurait un code qui régirait les interactions entre ces commissions qui pourraient mettre des bâtons dans les roues quand un ministère déconne et qui pourrait intervenir comme ça, brûler la priorité et dire hop, 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 nous on est là, on a tant d'expérience de la création d'emplois, on a tant d'expérience de l'économie pratique et il faut à un moment donné qu'on vous donne un point de vue réaliste, un point de vue de la situation réelle. Parce que comme ce que tu disais, en fait, c'est que aujourd'hui, ils sont en vase clos, dans leur tour d'ivoire, ils peuvent s'auto-congratuler, puisque de toute façon, ils peuvent dire tout va bien, regarde, on a perdu 7 points, mais on en a gagné 6, donc c'est parfait. Et les médias ne vont même pas les contredire, puisque, voilà, encore une fois, toi, tu étais sur BFM, tu étais le seul qui disait les choses, qui disait mais ça va pas marcher. Bah, tu vois bien que les médias, ils font tout pour faire taire les gens qui disent la réalité sur l'économie. Alors que s'il y a bien un truc qu'on doit aux Français quand on est en démocratie, normalement, c'est la vérité. On est censé leur dire écoutez les gars, la situation elle est merdique, mais on a telles options pour s'en sortir un peu beaucoup passionnément, mais la situation est merdique, on va pas vous dire qu'elle est bonne quand elle est pas bonne. Bon. Si on faisait ne serait-ce que ces commissions civiles, où tu avais, donc en gros là, imagine, on est à Bercy, il y a un code qui régit que une fois par semaine, comme avec un conseil des ministres,
Nono, là, il doit avoir une commission qui est composée d'entrepreneurs. Et tu es dedans, tiens, mieux que ça, tu es dedans. Non, mais Idriss, il y a un truc qui est encore plus facile. Tu vires Nono. Oui, bien Tu sûr. vois, Non, tu mais vires OK, Nono. voilà. Nono a Mais rien à faire là. mais ça, je sais bien. Nono, OK, il y a pas de Nono, problème. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un Nono, c'est le garde-fou cheveu pour dans la soupe, quoi. Il a rien oui, à voilà, foutre bien là, sûr, tu vois. oui. Mais le problème, c'est que tu vois que Nono, il est issu d'une connerie systémique. Il n'est pas arrivé par hasard, si tu veux. Il est Non. issu d'une connerie systémique où il y a plein de gens qui pensent comme lui, il y a plein de gens qui le soutiennent, et dans les universités, ils se renvoient la balle comme ça en disant que ce que fait Nono, c'est fantastique, alors qu'effectivement, n'importe quelle personne qui a déjà géré une boîte, par exemple, comme tu le disais, alors ça, c'est les gens qui te suivent le savent, je le dis pour toute la communauté sur la chaîne, l'exemple que tu me donnais très souvent dans tes éditoriaux, c'était voilà, les économistes disent on sait que quand les taux sont bas, les entreprises s'endettent. Bon, c'est une grosse connerie. D'ailleurs, tu vas nous expliquer pourquoi c'est une grosse connerie de dire ça, tout simplement. Bah, c'est tout simple, si tu veux, c'est qu'un chef d'entreprise, il n'investit, donc il n'emprunte que s'il en a besoin. C'est-à-dire que si il a un Des clients. marché, s'il a besoin s'il a de nouveaux débouchés, si tout d'un coup il vend à l'exportation, si, etc. À ce moment-là, il investit et à ce moment-là, il a peut-être besoin d'un prêt. Mais sinon, c'est pas parce que les taux d'intérêt vont baisser qu'il va aller se précipiter à la banque pour demander de l'argent dont il n'a pas besoin. Donc, et réellement, enfin, cette aberration de penser qu'il suffit de baisser les taux pour que les gens se précipitent, mais s'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de débouché, s'il ne vend pas ses produits, eh bien non, il ne va pas aller emprunter. Alors, là, on a eu un exemple contraire, mais qui n'était pas dû au taux, où on a, et de façon totalement, totalement aberrante, on s'est amusé avec le quoi qu'il en coûte de monsieur Le Maire, on s'est amusé à remplacer du chiffre d'affaires par de la Par de la dette. dette. Ouais. Donc, l'activité de la boîte, si elle avait baissé de 40%, eh bien, on lui prêtait 40% de son chiffre d'affaires. Et on dit, ben, tout va bien. Ben non, tout va pas bien. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire pour rembourser derrière? Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se gardent bien de demander le remboursement des PGE. Bien Parce sûr, que le jour où ils vont le demander, mais toutes ces boîtes-là, elles vont crever. elles sont mortes. Mais Elles sont d'ailleurs, mortes. ce que tu constates, c'est que ça a fait une sorte d'OPA sur les PME en France aussi. Ça inquiétait beaucoup les Canadiens. Tu avais beaucoup d'entrepreneurs canadiens qui disaient, nous, on voit ça comme le fait que l'État a fait un hold-up sur une Oui. énorme partie de l'économie réelle en 2 ans, en transformant le chiffre d'affaires en dette. Mais c'est génial. Genre même Bolloré, quand il faisait les meilleurs raids de sa vie, et Dieu sait que c'est un raideur compétent, il n'aurait jamais rêvé un truc pareil. Ouais. Là, tu arrives, tu dis, allez, tour de magie, Harry Potter, je vais transformer, c'est un peu comme, je sais pas, des cartes, tu sais, au 1000 bornes ou des cartes magiques. Tu as la carte magique qui dit, poum, ton chiffre d'affaires, c'est de la dette, du con. Et ça arrive comme ça en 2 ans. Et maintenant, ce que tu gagnais en chiffre d'affaires, en fait, c'est ce que tu me dois. Ouais. Euh, Et c'est ce que j'ai appelé dans plusieurs éditos la soviétisation de l'économie. oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est quand même le revers, le boomerang de l'histoire, Ouais, c'est-à-dire c'est ça que qui est fou, hein. la Russie va rester le dernier pays C'est ça. capitaliste au monde. Et vous avez la soviétisation des économies occidentales parce que, Mhm. évidemment, il faut comprendre, là tu viens de le dire, il faut comprendre que vous appartenez à celui qui vous a prêté de Bien l'argent, qui sûr. vous a Ouais. en plus surprêté de l'argent pour être bien sûr que vous soyez incapable de le rembourser. Mhm. Donc, l'État est en train de capter tout l'outil de production, C'est ça, comme exactement. ça, et il vous capte même aussi, puisque finalement, avec le chômage partiel, Oui, vous exactement. recevez votre salaire de l'État. Mhm. Donc, on est dans un pays totalement soviétisé. Voilà. Mais Et les gens ne donc, s'en sont pas rendus compte. Il n'y a aucun média qui l'a dit.
Non. et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est ça Oui. qui nécessite que nous, on fasse le contre-pouvoir sur YouTube et les autres médias. On parlait avec d'autres de recréer un média Super France maintenant que Russia Today et Sputnik ont été détruits. Recréer, reprendre une partie de la ligne éditoriale qui existait et créer un média Super France. On parlait de faire ça. Je Ah, tu t'entends m'entends plus? plus. Ah, bon, tu as eu un. Attends, Je ne on va t'entends prendre. plus. Ok. Il Le, faut que je me le, le chat, rebranche. le chat t'entend, t'inquiète pas. En attendant, nous, on va passer aux questions puisqu'on en est à 59 minutes de live et il y a eu énormément de questions. Alors, merci infiniment pour tous les dons que vous avez faits là sur la chaîne. Je vous en demandais pas tant, mais merci, notamment donc notre leader des dons, là, Alex Kilgini. Je te remercie infiniment. Là, comme ça, boum, tu nous balances 49,99 comme ça sur un petit live improvisé. C'est très gentil. Alors, du coup, je vais regarder la question parce que tout de même, Alex Kilgini, ta question, bon, on a dû me la mettre parce que voilà, on a quand même le staff qui regarde les questions et qui les trie. Donc, Alex, si j'ai pas ta question, tu me la remets dans le chat et on la posera tranquillement. Alors, je vais commencer à répondre à quelques questions et après, bien sûr, je regarderai celles qui sont posées pour Olivier le temps qu'il se reconnecte. Alors, quelqu'un est au courant du blocage des raffineries en France? Bah, je t'avoue que j'étais que très vaguement au courant et on demandera à Olivier, ce qu'il en pense parce que, effectivement, je pense que, lui était beaucoup plus au courant que moi. Quels sont les impacts de cette guerre sur les pays africains? Très bonne question. Bah, ce que l'on voit, c'est que les Russes, commencent à se déployer plus en influence africaine, notamment via le Wagner Group. Pendant longtemps, le Wagner Group parce que bon, il faut comprendre un truc, pour beaucoup trop de pays, le seul, comment dire? Le seul objectif stratégique de l'Afrique, c'est les matières premières. C'est évidemment une erreur, mais c'est comme ça que la majorité des pays voient l'Afrique, c'est-à-dire des matières premières. Et du coup, bon, les Russes ayant toutes les matières premières du monde, ils n'avaient pas particulièrement d'intérêt à avoir des dirigeants dirigés, en Afrique. Coucou, est-ce que tu Par contre, m'entends? ouais, je t'entends très bien. Tu m'entends? Voilà, ça y est. Alors, il y avait une question qui te concernait aussi. Est-ce que tu étais au courant des débuts de blocage de raffineries en France? Des débuts de blocage par qui, par quoi? Alors, il y a pas plus de détails dans la question, mais qu'apparemment des raffineries, auraient pu être bloquées en France. Tu rien moi, j'ai entendu ça vaguement, sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas vu de genre par des syndicats, ça m'étonnerait parce que les syndicats, en général, ne font pas de blocage qui menace le gouvernement, faut pas déconner non plus. Mais bon, donc tu pas entendu Non, parler dernièrement de non. OK. Alors, je répondais vite fait à la question: quels sont les impacts de cette guerre sur les pays africains? En disant, bah, que notamment, tu as le Wagner Group qui est davantage déployé au Mali maintenant. Si toi, tu vois autre chose à dire sur, Bah, conséquences il va y sur les pays. avoir, oui, il va y avoir un énorme impact. C'est les prix alimentaires. Oui, mais bien sûr, Et ouais, là, ouais. ça va pas être rien. C'est-à-dire que Mmh. on pourrait très bien avoir une reprise des printemps arabes, hein, Ouais. simplement parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer. Mmh. Donc ça, enfin, faut voir là l'extraordinaire hausse qu'on a eu sur le Sur le blé, blé, qu'on ouais. a eu sur d'autres céréales. Donc et puis sur beaucoup de matières premières. Et donc oui, il y a des pays africains qui vont souffrir parce qu'ils sont pas forcément producteurs tous de pétrole et que là, on risque d'avoir des famines, oui, bien sûr. Alors, question suivante: quelle est la prévision d'Olivier en termes d'inflation? Bon, à la louche, hein, mais en gros, on est Alors, d'accord que il y a ça, j'ai essayé de le décrire plusieurs fois. Il y a, en gros, il y a trois sources d'inflation. La première source d'inflation, c'est le décalage entre la demande et l'offre. ouais. C'est-à-dire que la demande peut brusquement être très forte, augmenter très fortement. Et puis, évidemment, bah, vous vous rendez bien compte que construire une usine, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, l'adaptation de l'offre à la demande fait que vous avez un décalage dans le temps et que donc vous créez une pénurie et que là, à ce moment-là, les prix montent. Ça,
c'est l'inflation, je dirais, classique. Le seul problème, c'est que cette inflation classique, aujourd'hui, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas d'activité, en fait. Bon. Donc, cette inflation-là, on ne l'a pas. On a une deuxième inflation qui est l'inflation qu'on a eue, par exemple, pendant le Covid, qui était une inflation qui était due à la désorganisation Des moyens de production. des chemins Ouais. de commerciaux et des chemins de production. Pourquoi? Tout simplement, j'avais donné l'exemple, vous avez le port, le numéro 2 des ports chinois qui est complètement fermé parce qu'il y a 3 gars qui ont le nez qui coule. Et à ce moment-là, évidemment, vous n'avez plus un container qui sort, plus un container qui rentre. Et là, ça pose des problèmes parce que d'autant plus que depuis 25 ans, on vous dit qu'il faut zéro stock, qu'il faut que vous travaillez en flux tendu. Donc, évidemment, quand il y a un petit grain de sable quelque part, paf, les prix montent et s'envolent. Ça, en revanche, on l'a eu. Et puis, on l'a eu là avec l'Ukraine, quand il y a un problème avec un pays qui est le fournisseur de qui peut s'amuser à tourner les robinets, eh bien à ce moment-là, pouf, il n'y a plus d'approvisionnement et donc les prix montent. Et puis vous avez ce qu'ont généré les banques centrales. Les banques centrales ont généré de l'inflation simplement en mettant beaucoup de monnaie à disposition des banques, qui ont fait mumus sur les actions, qui ont fait mumus sur les obligations, puis qui, au bout d'un moment, se sont dit, sur quoi on peut aller? Écoute, il y a les matières premières aussi, on va y aller. Et donc, ils se sont mis sur les matières premières. Vous avez des matières premières. Je donne toujours l'exemple du sucre. Le prix du sucre a doublé. D'accord? Je ne pense pas qu'on bouffe plus de sucre. Donc, ce n'est pas une histoire de demande. C'est simplement que les gars, ils ont regardé, ils ont pris leur liste d'actifs et puis ils se sont dit, tiens, celui-là, il a un peu de retard. Visiblement, il n'a pas monté. On va s'y mettre. Bon, et donc, ils ont, avec de la spéculation purement, ils ont fait monter l'énergie, le pétrole, le gaz. Ils ont fait monter toutes les matières premières. Et donc, vous avez une inflation qui vient de là. Et c'est pour ça que les banques centrales étaient le cul entre deux chaises, parce que qu'est-ce qu'on fait? On retire la monnaie. Si on retire la monnaie, à ce moment-là, les marchés s'écroulent. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, vous aviez ce jeu, et qui en fait est devenu un jeu purement de communication. C'est-à-dire qu'ils essaient, avec de la communication, de maîtriser le truc à peu près. Bon, évidemment, quelquefois, ça leur échappe et ça part dans l'autre sens. Donc, justement, ça amène la question suivante, parce qu'en fait, attends, je te dis ça, on a une vingtaine de questions, donc on va essayer de faire 3-4 sur minutes. l'inflation. Non, mais attends, je termine sur l'inflation. En général, on a une vingtaine de questions. Mais la question suivante. Je termine juste sur l'inflation. L'inflation, donc, la seule chose dont tu es sûr que ça va rester, parce que je te dis, on va tomber en récession. Donc, la demande, elle va s'écrouler. D'accord? Alors après, tu peux avoir des blocages parce que Poutine décide de nous renvoyer la balle et ferme le robinet. Et à ce moment-là, en effet, tu peux avoir ponctuellement des hausses de prix. Mais la récession, c'est-à-dire l'absence totale de demande, va faire que les matières premières, dont énergétiques, vont rebaisser assez fortement, à mon avis. Bon. En revanche, l'inflation qui est due à la planche à billets, là, à mon avis, c'est pas tellement le problème, parce que tu remarqueras que la planche à billets, ça fait un certain temps qu'on l'avait, ça n'avait pas fait beaucoup monter les prix du pétrole et du gaz, jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas réellement ça le problème. Là où on a un risque, c'est de partir réellement en hyperinflation. C'est-à-dire qu'au moment où les gens vont s'apercevoir qu'il n'y a pas de possibilité de rétropédalage, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de possibilité pour les banques centrales d'arrêter la planche à billets,
et que donc la Banque centrale est condamnée ad vitam aeternam à faire tourner la planche à billets, eh bien à ce moment-là, le risque, c'est que ça parte en hyperinflation, c'est-à-dire que les gens se disent, et s'il n'y a pas de plan B, ça veut dire qu'ils vont continuer et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Et à ce moment-là, ça veut dire que le billet que j'ai dans la main, il vaut rien. Donc à ce moment-là, leur intérêt, ça serait de tenter un grand reset justement? Ben, ça sera le grand reset de fait, c'est-à-dire Ouais. que tout le monde va. Il y a deux façons, hein, soit tu imposes massivement, etc. Soit tu piques directement sur les comptes le pognon, soit ton pognon est piqué par Par l'hyperinflation, l'inflation. c'est-à-dire qu'il ne vaut plus rien. Donc, et à ce moment-là, eh bien, tu as un risque, et pour moi, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que tu as un risque de passer. On a eu trois phases: japonisation des banques centrales, Mmh. soviétisation de l'économie, et on finit par libanisation. Ah oui, donc Libanisation, ça veut dire banque fermée, la monnaie qui se fait démolir, et une énorme crise, une énorme récession, parce que les gens n'ont plus une thune. Voilà. bon, bah, du coup, quelqu'un posait la question, ça tu peux y répondre très rapidement. Que gagnent les banques centrales en encourageant l'inflation? A priori, elles gagnaient à rien, c'est juste qu'elles peuvent plus s'arrêter. Mais, en 1 minute, qu'est-ce que tu dirais de plus là-dessus? Ben, c'est que ce système aujourd'hui n'est plus basé que là-dessus, Oui. sur la création de dettes, sur le fait donc pour que l'État puisse faire du déficit budgétaire, puisse faire de la dette, puisse rouler, etc., ben, il faut que les taux soient à zéro. Mmh. Il n'y a pas de choix, d'accord? Si Ou tu te mets négatif. à avoir des taux à 3 ou 4%, ben, ça y est, Mmh. le système saute. Donc, Ouais. il faut que tu remettes les taux à zéro. Pour remettre les taux à zéro, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter des obligations. Pour acheter Ouais. des obligations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut émettre de l'argent. Mmh. D'accord? Donc, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'elles Ouais, sont c'est sans vraiment fin. coincées. Et c'est pour ça qu'elles Mmh. le font. Parce que sinon, ce n'est pas le but dans la vie de créer de l'inflation. C'est simplement qu'elles sont entrées dans un système dont elles ne peuvent pas sortir. Et c'est une fuite en avant perpétuelle. C'est de la cavalerie, hein, finalement. C'est-à-dire, Mmh. ce qui est au pénal dans une entreprise privée, eh bien, Mmh. c'est ce que l'État fait en permanence. Oui, ça c'est notamment Pierre Jovanovic qui le rappelait, la cavalerie, donc c'est la pratique par laquelle on rembourse on paye sa dette en prenant une autre dette. C'est totalement interdit, c'est du pénal, vous allez en tôle si vous faites ça avec, votre entreprise. L'État le fait, les banques centrales la Banque centrale européenne le fait, et ça pose aucun problème. Alors on a une petite question, très simple. Qu'est-ce qu'une récession va engendrer sur les marchés? Ah oui, avant quelqu'un avait posé la question: «Qu'est-ce qu'une récession?» Alors c'est défini, je crois maintenant, presque légalement comme une baisse du PIB. Bon, ça a toujours plus ou moins C'est été une défini baisse comme du ça. PIB de 2 trimestres consécutifs. Dans Ah voilà, c'est 2 ce qu'on trimestres appelle le consécutifs. NBER le définit comme ça, c'est-à-dire OK. par 2 trimestres consécutifs de baisse. Bon, ce qui est Ouais. idiot d'ailleurs, parce que si vous avez pendant un trimestre moins 4%, bah, c'est quand même une récession, hein. Ouais, tout Mais à fait. bon, la définition légale du truc, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse. Voilà, OK. Et donc du coup, on avait Guillaume de Witte qui nous demandait: «Qu'est-ce qu'une récession va engendrer sur les marchés?» Bon là aussi c'est simple, tu peux répondre rapidement. Bah, un petit dégonflement de la bulle, quoi. Enfin, Ouais, voilà, donc, les actions qui c'est-à-dire vont que valoir vous moins cher. allez revenir sur des bases qui vont être nettement inférieures. Aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est très simple, hein. Soit vous êtes trader, et à ce Mmh. moment-là, bon, bah, vous profitez des mouvements à court terme, et il y a aucun problème. Soit vous croyez trader, et alors là, vous allez perdre beaucoup d'argent. Soit, soit vous êtes gérant. Vous êtes gérant de votre patrimoine ou gérant de deux patrimoines. Et là, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous savez que les banques centrales vont continuer à imprimer des billets. Donc, vont continuer à soutenir les marchés. OK. Donc ça, OK, ça peut stabiliser les marchés là aujourd'hui, ça peut les faire remonter, ça peut les faire remonter peut-être de 15% dans l'euphorie au moment où on va vous dire ça y est, la guerre est finie et que on a fini
se mettre des sanctions les uns les autres, etc. Bon, super, ouf qu'on s'est fait peur, on a failli mourir tous dans un grand champignon nucléaire, donc tout le monde est content, donc tout le monde y va, etc. Et la bourse remonte. Ok, super. Bon. Mais là, aujourd'hui, réellement, vous avez devant vous une période où on aura peut-être un petit peu de fausse croissance, mais très peu, où on a une dette abyssale et où finalement, vous avez quoi? Vous avez 15% de potentiel de hausse et vous avez 85% de risque de perte. Donc, si vous voulez, c'est aujourd'hui un gérant qui investit en bourse, c'est un crétin. C'est un vrai crétin. Il ne faut pas y aller. Il faut y aller quand vous avez des événements comme il y a eu, par exemple, et où on se retrouve avec une Gazprom qui valait 8 avant le début des événements et qui en vaut 0,5. 0,5 contre 8, alors qu'ils se font des couilles en or, Gazprom. Ils ont leur coût qui est en roubles et ils ont leur chiffre d'affaires qui est en euros ou en dollars. Enfin, je veux dire, avec un gaz naturel qui a monté de 600%. Mais cette valeur-là, elle devrait être à 16. Elle ne devrait pas être à 0,5. Donc là, dans ces cas-là, oui, acheter des actions en bourse, Gazprom, si on pouvait le faire, malheureusement, on ne peut pas le faire. Bon, mais si on pouvait le faire, évidemment, parce que là, pour le coup, ce n'est pas 15% que vous avez devant le nez, c'est x15. Ouais. Et donc là, ça change tout. On va passer aux questions suivantes, parce qu'on en a encore plein. Merci dans le chat. Je crois qu'on a atteint les 12 000 en simultané, donc c'est pour ça que ça a plutôt dépoté. Donc là, pareil, je vais te demander une réponse la plus courte possible, parce qu'on a encore une quinzaine de questions derrière. La bulle qui doit éclater depuis des années, justement, va-t-elle être volontairement explosée en invoquant la responsabilité de Poutine? En gros, selon toi, est-ce que c'est le moment pour purger tout ça pour les banques centrales et les marchés? C'est possible. C'est possible. Moi, de toute façon, il leur faut un prétexte, hein, et on le voit bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont utiliser ça? Est-ce qu'ils sont prêts? Je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est possible, mais ça n'est pas sûr. C'est possible, mais pas sûr. C'est déjà une réponse. Mais c'est vrai que je pense que si jamais, par exemple, la Chine embraye sur Taïwan, là, la tentation va devenir tellement grande que, on sent que la tentation augmente. D'ailleurs, on voit à quelques médias qu'on dit: «Regardez, l'inflation, c'est l'Ukraine», et cetera. Alors, autre question. Bonjour, concrètement, que faire face à une récession? Que conseillez-vous pour nous protéger un maximum? Merci beaucoup. Alors moi, c'est pas tellement contre la récession que je pense qu'il faut se protéger. C'est réellement sur le début de notre vidéo où on parlait de la fin de l'état de droit et de la fin du droit de propriété. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est un symptôme, c'est une conséquence de la maladie, mais ce n'est pas la cause profonde de la maladie. La cause profonde de la maladie, c'est qu'on a eu une sorte de coup d'État discret. Tout à fait. Et que maintenant, on a des élites, entre guillemets, qui font n'importe quoi, comme on le voit au Canada, comme on le voit en France. Exactement. Mais évidemment, là, la question, c'est un internaute qui nous regarde, qui dit: bon, moi, voilà, je me sens seul face à tout ça, et qu'est-ce que je dois faire pour me protéger de ce qui arrive? Je pense qu'il faut sortir des banques. Je pense qu'il faut sortir des banques. Je pense que, parce que, je vous dis, là, aujourd'hui, c'est les Russes. Demain, ça sera le type qui conteste. Hein. On l'a vu d'ailleurs avec Trudeau au Canada. Le gilet jaune qui n'est pas d'accord, on lui pique son patrimoine. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète et je pense qu'il faut pour ça se débancariser au maximum. Alors, si vous avez des petites sommes à débancariser, moi, je pense que le meilleur truc, c'est d'aller vous acheter 3-4 pièces d'or parce que ça, c'est du physique, c'est dans votre poche et qu'il faut aller le chercher. Hein, donc, ça change un peu les choses. Tandis qu'un compte pour le mettre à zéro
ou pour le fermer, il suffit d'appuyer sur un bouton. Hein. Donc, et là, vous n'avez absolument plus la maîtrise de votre Ouais, et argent. ils l'ont fait sans aucun juge au Canada. Ça, c'est le Ah truc mais le non, mais plus rien, important. rien. Mais on fait la même chose en France. Rien. Mmh. Tu n'as pas de juge dans Mmh. cette histoire. Et donc, c'est ça qui est le plus inquiétant. Le risque aussi de faillite bancaire, parce que ça, Charles l'explique très bien dans une vidéo où il dit, voilà, tout ce qui est aujourd'hui les produits dérivés qu'il y a dans les banques, c'est tellement énorme. Enfin, Mmh. il faut avoir des chiffres en tête. Une banque aujourd'hui, n'importe laquelle, hein, BNP, Société Générale, que ce soit Unicredit en Italie, toutes ces banques-là, même UBS et Crédit Suisse en Suisse, toutes les banques, Barclays, etc., toutes ces banques, elles ont à peu près le même bilan. En moyenne, elles ont 50 milliards de fonds propres, 1500 milliards de total bilan, c'est-à-dire vous avez vos comptes, vous avez, etc., et 35 000 milliards de positions sur les marchés dérivés. Ouais. 35 000 milliards. Mmh. D'accord? Donc, ça veut dire, alors, vous avez des spécialistes des bilans bancaires qui vous disent, bon, peu ou prou, c'est 10% de ces sommes qui sont vraiment à risque. Bon, je ne sais pas si le calcul est bon, j'en sais rien, je vais même pas débattre là-dessus. Mais 10% des sommes de 35 000 milliards, c'est 3 500 milliards. C'est-à-dire une fois et demie le PIB français. Ouais. Par banque. Par Par banque. banque. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que mécaniquement, il y a un moment où on va s'en prendre une, et une énorme. Pas les 5 milliards machin Ouais, de soi-disant Kerviel. Jérôme Kerviel, Mmh. mais 5 milliards, Mmh. ça Que s'absorbe. dalle. Ouais. 500 milliards, on fait comment? Mmh, mmh, On mmh, fait mmh. comment? Et Oui, on le voit là, avec je la peux vous Deutsche dire Bank qu'ils et iront se servir sur les comptes. ouais, Il absolument. n'y aura pas d'autre façon de le faire. Et donc, je pense qu'il faut sortir. Alors, je vous dis, quand vous avez des petites sommes, allez acheter quelques pièces d'or et gardez ça chez vous et vous êtes tranquille. D'abord parce que ça vous fait sortir de la banque, ça vous fait sortir de l'euro, Ouais. et ça vous fait et donc vous avez l'actif qui est réel, qui est sous la main. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez beaucoup plus d'argent, eh bien à ce moment-là, vous ouvrez un compte dans une banque privée suisse. Pourquoi? Parce que, un, vous êtes en Suisse, donc vous êtes en dehors de l'Union européenne. Deux, Mmh. vous êtes dans une banque privée, donc elle ne fonctionne pas comme une banque généraliste. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Et Oui, puis elle que va pas vous vous saisir pouvez… sur compte. Mmh. Pardon? Elle va pas vous saisir sur compte si jamais elle fait faillite, typiquement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, et même si certains disent oui, mais les Suisses, ils sont en train aussi de blacklister des Russes, etc., je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes russe, vous pouvez ouvrir un compte. Alors, évidemment, si vous êtes ministre de la Défense de Poutine, ça va Oui, être un voilà, petit peu plus compliqué. Mais ouais. sinon, vous êtes russe aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte dans une banque suisse, ce que vous ne pouvez pas faire, plus faire, dans les banques françaises. Les banques françaises, là aussi, il y a quelque chose qui aurait dû quand même un petit peu choquer les gens il y a quelques temps, c'est l'histoire de Charles Gave. Charles Ouais, Gave qui prête 300 000 balles à Zemmour, il a bien le droit de faire ce qu'il veut de son pognon quand même. tout à Il fait. Ouais. prête 300 000 balles à Zemmour, il y a toutes les banques françaises qui le virent dans lequel il était depuis 30 ans. Ouais. C'est-à-dire, on n'est plus dans un état de droit. Donc faites attention à vos sous, et je pense qu'il est temps de les sortir des banques. Bon, bah, parfait, c'est une réponse très claire. Attends, je prends la suivante. Ta, ta, ta. Ah oui, bon, voilà, donc ça, c'est bon. On nous avait demandé ce que c'était qu'une récession. Très bien. On a atteint 14 000 personnes sur le chat en simultané pour un live improvisé. C'est quand même pas mal C'est du tout. bien. Alors évidemment, voilà, on a quelqu'un qui nous demande. L'un nous dit all-in sur les cryptos. Non, jamais faire all-in sur les cryptos, ça c'est la base. Il y a des cryptos intéressantes, mais n'allez pas sur les shitcoins. Si vous prenez des cryptos BTC, Ethereum, pour l'instant, rien d'autre, beaucoup trop volatile. Dans une période, c'est pas compliqué, dans une période où même le Bitcoin est volatile,
Sauf si vous êtes trader et que vous adorez le risque et que c'est votre truc, oui, vous pouvez aller sur d'autres cryptos. Mais si c'est vraiment en protection, surtout pas all-in petit 1 et petit 2, n'allez surtout pas sur les shitcoins dans les périodes où même le Bitcoin bouge. C'est pas le moment d'aller acheter d'autres trucs comme le XRP, et cetera. Et du coup, pour toi, Olivier, du coup, maintenant, je dois acheter quel type d'action? Nous demande Dali81. Ah, tu as déjà un peu Ben, je répondu vous ai à cette dit, pas, c'est présentation, pas le moment. voilà, C'est c'est pas pas le le moment d'en moment. changer de ouais. Sauf si vous êtes trader, et je vous dis, il y a Mmh. aujourd'hui, et encore, je ne suis pas sûr que les traders gagnent beaucoup d'argent en ce moment, Mmh. parce que c'est là, vous avez des mouvements que vous ne pouvez pas anticiper parce que, vous savez, dans ces moments-là, moi je me souviens de la guerre en Irak, on faisait ce qu'on appelait du CNN trading, c'est-à-dire qu'on Mmh. avait en permanence CNN qui était branché dans les Tu as salles de moins marché d'infos, et, et au fur et à mesure qu'on avait des annonces, paf, on vendait, paf, on achetait. Bon, ok. Mais vous n'êtes pas, la plupart, vous n'êtes pas des traders professionnels, donc n'allez pas vous mettre dans ces marchés-là parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Il y a ouais. vraiment que des coups à prendre. En ce moment, ouais, Vous êtes short aujourd'hui, vous avez une annonce pendant la nuit où on va vous dire ça y est, on a trouvé un accord. Le lendemain, vous prenez 10% de hausse. D'accord? Et l'inverse, vous êtes acheteur, vous avez pendant la nuit tout d'un coup un lâcher sur massacre, Taïwan, par etc. exemple. Et à ce moment-là, vous allez vous prendre -5 dans la Mmh. journée. Donc, et vous n'avez aucune maîtrise là-dessus. Donc, Mmh. ça ne sert à rien. Donc, vraiment, sauf des gens dont c'est le métier, qui sont capables de rester devant leur écran toute la journée, mais le gars qui rentre le soir crevé chez lui à 19h et qui regarde son écran, là, je lui annonce une mauvaise nouvelle, il va perdre beaucoup d'argent. Voilà. C'est très clair. C'est très, très clair. On a une question rapide. Que se passerait-il si Vladimir Poutine payait ses factures en roubles au lieu de les payer en dollars? Je n'ai pas tout à fait compris cette question. Pour l'instant, l'équivalent de la Lex Monetae, enfin tu me corriges si je me trompe, c'est toi l'expert, s'applique pour la Russie. La dette russe, elle est pas, elle est remboursable en roubles Oui, uniquement. oui, non, mais de toute façon, je vous ai dit, ils se sont Les endettes. dédollarisés Ouais. de plus en plus. Alors, ils utilisent le rouble, ils utilisent le yuan, ils utilisent l'euro. Et il faut faire, et là, très attention, parce Mmh. que notre bêtise de pousser Poutine dans les bras des Chinois, c'est Oui. pas le truc le plus malin qu'on fasse. Non, pas Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils ont un système alternatif à Swift, donc le problème de couper Swift, c'est totalement idiot. Surtout que c'est faux. C'est très, c'est communication. encore un gros mensonge. On a laissé 4 des plus grosses banques russes branchées sur le système Swift parce qu'il Mmh. faut bien payer le gaz. Bien sûr. Et il faut bien que les entreprises qui sont en Russie, les Total, les Renault, etc., Mmh. puissent faire des mouvements de capitaux. Donc Mmh. c'est tout à fait, c'est un gros mensonge cette histoire. Donc Mmh. on est en train de pousser les Russes dans les bras des Chinois. Je vous rappelle que, alors moi ça fait, j'ai écrit ça en 2017. En 2017, j'ai dit les Chinois sont en train de faire un standard or qui est le lingot d'un kilo 4 fois 9 qui sort de la bonne fonderie suisse. Et ils sont en train de tout refondre et tout passe par la Suisse, etc. Je pense qu'ils ont un stock qui est 10 fois supérieur à ce qu'ils annoncent. On Oui. pense qu'ils sont entre 20 et 25 000 tonnes, d'accord? Alors qu'ils en annoncent, je ne sais plus combien, 3 000 ou à Oui, ils peine. en annoncent Et, autant que l'Italie, je crois. hein, Je crois qu'ils en annoncent à peu près autant que l'Italie la dernière fois que j'ai vérifié, oui, ou enfin, peut-être moins que l'Italie. ils en annoncent un montant ridicule, et que quand vous faites un standard, c'est pour éliminer tout ce qui n'est pas le standard, hein, par Mmh. définition, sinon ça ne sert à rien de faire un standard, et qu'on on pense qu'ils vont sortir une monnaie qui sera basée et qui sera convertible en or. Ils avaient déjà fait des contrats comme ça sur le pétrole avec les Russes, justement, Tout à en fait. disant
on vous paye en yuan, mais ce yuan-là, il est spécial. C'est Mmh. un yuan qui est convertible et qui est basé sur l'or. Donc, vous pouvez Mmh. immédiatement le convertir en or. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une guerre monétaire derrière Ouais. la guerre, la soi-disant guerre commerciale qu'il y a avec la Chine. Mmh. Et que cette guerre monétaire, c'est la Chine qui va sortir sa monnaie. Alors, je pense, moi, au départ, uniquement sur la zone Asie, probablement conjointement avec les Russes, sur Mmh. la zone, parce que là, pour le coup, les Russes aussi ont un stock d'or, et puis Ouais. probablement bien plus élevé que ce qu'ils annoncent aussi, et en plus, ils sont producteurs d'or, comme les Chinois aussi, et donc, Mmh. ça devient le plus gros détenteur et le plus gros producteur d'or, et à ce moment-là, ils basent leur monnaie là-dessus, et imaginez bien que là, pour le coup, ils vont régner sur toute l'Asie au niveau monétaire, ils vont remplacer totalement le dollar sur toute cette zone-là, et puis ensuite, ils iront taquiner les Américains. Mais je Bah, de pense toute que ça va se façon, faire en 2 temps. de toute façon, la Chine est déjà devenue le FMI numéro 2, hein. Ça avait été anticipé par des mecs comme Dominique Strauss-Kahn, par exemple, qui malgré, toutes ces vicissitudes, avait au moins compris que si on changeait pas, si on dédollarisait pas l'économie, la Chine allait devenir le FMI numéro 2. Bah, c'est ce qu'elle est devenue maintenant. Question rapide, je vais y répondre du coup. Est-il l'heure de se réveiller, de s'expatrier vers la Nouvelle-Zélande, faire all-in sur les boîtes de conserve? Alors, c'est une question marrante parce que quand on a vu ce que la Nouvelle-Zélande a fait avec Jacinda Ardern et toutes ces conneries, quand on a vu, même moi, ça m'a choqué. Je croyais que la Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas plus libertarien que ce pays, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était un laboratoire à ciel ouvert. Donc évidemment, la Nouvelle-Zélande, mauvais choix. Par contre, je comprends la question puisque dans le temps, il y a 15 ans, les milliardaires de la Silicon Valley achetaient de la terre en Nouvelle-Zélande. Peter Thiel, le fondateur de PayPal, il avait acheté de la terre en Nouvelle-Zélande. Donc dans le temps, il y a 10-15 ans, on disait que c'était l'endroit en cas d'attaque nucléaire mondiale où il fallait se planquer. Bon, pas de bol, elle fait partie de l'accord des 4 yeux, donc militairement parlant, c'est une cible très, très légitime en cas d'attaque. Et on voit bien que politiquement, bon, il n'y avait pas d'état de droit non plus, hein. L'idée des camps, ça leur a traversé l'esprit. Par contre, moi, un truc que je recommanderais aussi, et vous pouvez regarder un petit peu plus là, d'abord, bah, bien sûr, Olivier, vous pouvez regarder ses vidéos, mais aussi celles de Richard Détente. En ce moment, acheter un peu de pierre dans les pays où la pierre a profondément baissé, comme la Turquie, par exemple, c'est pas forcément complètement con, voilà. Donc ça peut être, je dirais, plutôt la Turquie, même si bon, bah, ça reste, voilà, hein, c'est un pays qui peut rentrer en guerre, c'est un pays, mais bon, si vous êtes du côté de Chios, de Lesbos, de ces petits endroits paradisiaques où il y a aucun objectif stratégique, bon, vous avez votre petit patrimoine là-bas, c'est pas le même risque, c'est sûr, et c'est plus proche de chez vous. Elias nous pose la question: «Faut-il aller voter sachant que la France a perdu sa souveraineté?» Bah oui, voilà la question qui fait mal. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Bah, moi, je pense qu'il faut aller voter Je pense parce que aussi, ouais. si vous n'allez pas voter, on va se rechoper Macron pendant 5 ans. Macron, ouais. Et Alors, ça c'est là pour le coup, il va nous achever. Parce que bah, ça amène, ouais. quand on voit qui sont totalement en roue libre avant les élections, Mmh. imaginez derrière. Imaginez C'est-à-dire, après la imaginez le ouais. fait qu'il soit réélu, le Mmh. fait qu'il ait la majorité à l'Assemblée, ça c'est peut-être moins gagné, mais le fait Ouais, qu'il ait la majorité à l'Assemblée, et à ce moment-là, ça va être n'importe quoi. ouais, C'est-à-dire open que bar. Mmh. ah oui, c'est open bar. Donc, allez voter Mmh. et ne mettez pas un bulletin Macron dans l'urne. Enfin, je veux Ouais, dire, clairement. si Ouais. vous n'avez pas compris, là, on vient de se le choper quand même pendant 10 ans, le gamin, là. Oui, C'est parce pendant 10 que ans, parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée. mmh. Ensuite, il a été ministre de l'économie. C'est là qu'il a fait ses conneries sur Alstom, hein, d'ailleurs. Mmh mh. Et Mmh. ensuite, on se l'est tapé 5 ans comme président. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous le réalisez, on va se le taper pendant 15 ans, le mot. Non, mais c'est oui, c'est parfaitement résumé. C'est-à-dire que oui, dans l'absolu, se dire que la France n'est pas souveraine et cetera, mais là, on est dans une situation de survie politique, c'est-à-dire que 5 ans de Macron supplémentaires, la France s'en relèvera pas, en fait, maintenant. Ah On a non. atteint un niveau où 5 ans de Macron supplémentaires, la France s'en relèvera pas. Alors on le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, il y a la campagne de Macron, elle est simple. Si on enlève Pécresse,
les deux qui peuvent le menacer, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est Zemmour à droite et c'est Mélenchon à gauche. Et les deux se prennent aujourd'hui des scuds médiatiques. Zemmour, j'ai vu qu'est sortie une affaire de mœurs sur Mediapart. Et pour Mélenchon, ça va être très simple. Ils vont dire vous êtes pro-Poutine. Donc voilà, vous êtes pro-Poutine, donc c'est réglé. Et ils vont sans doute aussi le dire à Zemmour. Mais on voit que il y a une vraie menace du point de vue. D'ailleurs, on le voyait aussi dans les sondages. BFM c'était BFM, je ne sais plus, qui avait fait un sondage. Voulez-vous Macron réélu? Puis le sondage avait dit sur Twitter non majoritairement, puis ils l'ont effacé. Donc on voit qu'il y a une vraie peur, ou en tout cas angoisse, et que cette angoisse, elle montre que le bulletin de vote a encore une valeur. S'il y a bien un truc qu'elle montre, c'est que le bulletin de vote a encore une valeur. Donc Alex Kilguini, par exemple, me posait la question personnellement, et encore une fois, merci Alex pour les dons à la chaîne. Je précise que je donne autant Greta, c'est très gentil ce que tu as écrit. Question, j'aimerais avoir ton point de vue sur les chances de second tour de Mélenchon. Alors moi, dans Livre Noir, qui est quand même réputé pour être pro-Zemmour, j'avais dit que mon second tour idéal d'un point de vue souveraineté française, c'était Mélenchon contre Zemmour. Évidemment, je prends mes désirs pour des réalités parce que Macron pas au second tour, ça paraît quand même difficilement imaginable. Mais l'important pour moi à l'époque, on était avant la guerre en Ukraine, c'était déjà sortir du pass vaccinal, sortir de toutes ces conneries immédiatement, revenir à l'état de droit, et après, c'est pas compliqué. Je ne donne pas d'instruction de vote, mais pour moi, si vous êtes de droite et que vous voulez voter à droite, je vois personne d'autre que Zemmour pour qui voter. Si vous êtes à gauche et que vous voulez voter à gauche, je vois personne d'autre que Mélenchon pour qui voter. Par exemple, désolé, pour les gens qui veulent voter à gauche, et qui ont une vision de gauche et qui ont toujours voté à gauche, je ne vois même pas pourquoi vous votez Poutou. Il parle très très bien, il fait des très beaux passages gauchisants à la télé, mais il est là pour dégommer Mélenchon, comme Roussel d'ailleurs. Roussel qui est un macroniste repeint en rouge. Et en matière écologiste, pour moi, ne touchez pas à Jadot, qui est un Macron repeint en vert. Bon, ça vous donnera déjà une idée générale de ce que je pense. Donc maintenant, les chances de second tour de Mélenchon, je pense qu'elles sont sérieuses. Ouais, je pense qu'elles sont aussi sérieuses que celles de Zemmour. Cela dit, regardez médiatiquement ce qui se passe de part et d'autre. Donc, vous avez donc voilà d'un côté des affaires de mœurs qui sont sorties. On s'attendait à ce qu'il y ait de la boule puante qui sorte 36 jours, 30 jours. Bon. Et pour Mélenchon, c'est très simple. Ils sont en train de reprendre tout ce qu'il a écrit sur Poutine et de dire, regardez, voilà. Et la parade, ce serait évidemment pour Mélenchon et pour Zemmour de dire, écoutez, tout le monde disait que Trump était pro-Poutine. En attendant, c'est pas sous Trump que Poutine a envahi l'Ukraine. Ça, c'est la réalité. Et tout le monde disait que Biden était anti-Poutine et qu'il allait faire trembler Poutine dans ses bottes. N'empêche, c'est sous Biden que Poutine a envahi l'Ukraine. Donc ça, c'est la réalité. On peut avoir un candidat qui est réputé avoir pris des positions plutôt pro-Poutine à un temps T, comme c'est le cas de Trump. N'empêche que Poutine n'a certainement pas envahi pendant que c'était Trump au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui a une signification géopolitique réelle. Tu me dis si tu veux rajouter un truc, Olivier, avant qu'on passe à la question suivante. Mais totalement. Le fait est que Trump restera le seul président des États-Unis depuis bien longtemps à n'avoir déclenché aucune guerre. Absolument, mais on ne le dit pas assez. Et j'expliquais dans plein de lives, je disais en gros, voilà, les gens votent en se disant avec qui ils aimeraient dîner. Alors même moi, si on me proposait un dîner entre Obama et Trump, je suis conférencier, j'irais prendre un dîner avec Obama, il est conférencier aussi, le mec il est cultivé, je préférerais dîner avec Obama certainement, mais il ne faut pas voter. Mais je pense que tu passerais une meilleure soirée avec Trump. Voilà, mais peut-être. Alors, question bouffe, sans doute. Question bouffe, c'est vrai que voilà, les steaks, tout ça. Je pense que tu passerais une meilleure soirée avec Trump, parce que et puis si tu veux, alors là, moi, j'ai pas du tout envie de dîner face à ce grabataire de Biden, tu vois. Ah non, mais ça c'est clair. Mais là, il y a même qui pas poserait son entier dans son verre. Je suis pas sûr que ça m'amuserait beaucoup. Et puis qui pèterait à tout va, pardon, mais même on est dans une chaîne libre, on peut le dire, mais c'est Camilla Parker Bowles, l'épouse du prince Charles, qui a rapporté qu'il se contrôlait même plus pendant les rendez-vous. Donc c'est pas du tout une fake news ou quoi. Il a lâché. Non, mais il est complètement gâteux. Enfin, et c'est ça moi qui me terrifie, c'est de penser quand même que le type le plus puissant du monde, le gars qui dirige le pays le plus puissant du monde, est un type qui est complètement grabataire.
Ouais, Je veux ouais, dire, Alzheimer. c'est affolant. C'est Ouais, affolant. absolument, Ce qui absolument. prouve bien qu'il y a un État profond derrière Bah, qui manœuvre, parce que s'il y avait pas un État lui, il est profond, incapable de prendre une décision. totalement, totalement d'accord. Mais donc voilà, enfin, c'est vrai on le dit pas assez. Trump, on peut dire ce qu'on veut sur lui, il a pas fait une seule guerre. Il en a même arrêté et ça, voilà, quoi qu'on pense sur lui, c'est quand même quelque chose dans son bilan historique, qu'il faudra voir en face. Mais le Alors, problème, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on est dans un monde uniquement de communicants. ouais, du Or, récit, le monde le du père récit. Trump, c'était une grande gueule, pas très bien élevée, et donc, évidemment, il faisait tâche, mais il faisait tâche, je dirais, sur la forme, Mmh, mais sur le fond, bien sûr, ça n'a bah, pas été un mauvais président. absolument. Il a déclaré la guerre à personne. Je peux vous dire Même que économiquement. Obama est 10 fois plus corrompu, les Clinton sont 10 fois plus corrompus, Biden est 100 fois plus corrompu que Mmh. Trump. Mmh, Trump, il mmh, s'en mmh. foutait, il était multimilliardaire, il en avait Mais là, rien à foutre. Trump, il a perdu de l'argent. On a toutes les preuves que et c'est quand tu regardes, par exemple, fortune annoncée en début de mandat et fortune annoncée en fin de mandat, Trump a perdu entre 1 milliard et 1,5 milliard. Clinton, enfin, Clinton, c'était pour ses autres mandats, pas elle a jamais été présidente, mais depuis qu'elle est en politique, elle n'a fait que gagner de l'argent bien au-dessus de son salaire. Pareil pour Pelosi, dont elle est accusée, elle est suspectée de délit d'initié dans tous les sens. Elle a vendu avant les confinements, avant de voter les confinements au parlement, elle a tout vendu et Obama, quand il est rentré, il avait une fortune personnelle de 1 million, 1,2 million ou même pas, enfin, autour d'1 million et il sort avec une fortune personnelle de 300-400 et personne pose la question. Alors il y en a qui disent: «Oui, c'est les livres et tout». Oui, n'empêche qu'il y a des présidents comme, Harry Truman qu'on dit: «Si tu gagnes de l'argent, avec des livres que tu as vendus pendant que tu étais président, l'argent doit aller aux Américains». Truman avait dit ça et Truman d'ailleurs, il était tellement fauché, sorti de la présidence de la République qu'ils ont inventé la retraite des présidents pour lui. Donc Truman, il avait dit: Si tu sors de la présidence, des États-Unis riche, c'est que tu es un escroc». Il l'a dit cash. Si tu sors de la présidence des États-Unis riche, tu es un escroc. Trump, il a perdu 1,5 milliard, c'est une réalité. Et effectivement, Obama, il est devenu très, très riche avec sa présidence. Alors, quelques dernières questions. Ça, évidemment, c'est tout tracé pour toi. Que va devenir le marché immobilier, selon toi? Alors, j'imagine que ça veut dire en France. On va se cantonner à la France pour l'instant. Oui, on va se cantonner à la France. La France, je vous ai dit depuis le début, euh, on n'a plus le droit, il n'y a plus de droit de Oui, propriété, voilà. d'accord? Donc, déduisez-en ce que va devenir le marché immobilier. Vous avez, alors après, vous avez plein de choses, mais ça, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous dépouiller du jour au lendemain de ce que vous avez acheté. Alors, il y avait d'autres moyens de vous dépouiller, c'est-à-dire que le droit de préemption des mairies, etc., fait qu'on pouvait aussi vous dépouiller de votre propriété. Mais alors, en plus de ça, on a deux phénomènes sur l'immobilier qui sont, c'est pas qu'il faut pas en faire, c'est qu'il faut en faire en changeant votre logiciel. Mmh. C'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui de l'immobilier comme le faisaient nos parents et nos grands-parents, d'accord, qui achetaient n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, n'importe quoi quasiment, et qui, en attendant une dizaine d'années, faisaient x3, ça c'est fini. Ouais. Ça c'est fini. Mmh. Vous avez un ensemble de choses qui va faire que je pense qu'on rentre, on change de canal, on était dans un canal haussier, on va aller dans un canal baissier. Pourquoi? Tout simplement parce que hausse d'impôts, Macron a demandé à Jean Tirole et à Olivier Blanchard un rapport. Le rapport, ça a été, en gros, le thème, c'était comment je paye mes conneries. Et le rapport a été, la réponse a été, On il saisit, y a deux endroits où il y a de l'argent, il y a du pognon voilà. en France, c'est Mmh. l'immobilier et c'est l'épargne des ménages avec essentiellement l'assurance vie. Donc on Mmh. sait qu'il y aura des augmentations massives d'impôts
sur l'immobilier, et que donc ça va changer la donne. Parce que si aujourd'hui, vous faites votre petit business plan en disant, ben voilà, j'achète, le locataire, en fait, paye mon remboursement d'emprunt, tout ça, c'est très bien, sauf que Ouais. c'est très bien aujourd'hui. Si demain, vous avez un gars qui ne paye pas son loyer, vous ne pouvez pas le virer. D'accord? Donc, vous en prenez plein la figure. Votre petit business plan, vous pouvez vous asseoir dessus. Oui, Si tu as des vous avez réformes un d'impôts. changement majeur des impôts, eh ben, c'est Mmh. pareil. Donc, tout ça fait que vous allez, et puis la Mmh. un pays qui vieillit, Mmh. forcément, vous avez un flux vendeur Mmh. que vous n'aviez pas avant. Et donc, tout ça fait qu'on risque de rentrer dans un couloir descendant. Quand on est dans un couloir descendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous prévoyez de revendre dans les 3 ans et pas dans les Mmh. 15 ans, parce que Ouais, sinon vous revendrez automatiquement en dessous de ce que vous avez acheté, ouais. que vous devez mettre beaucoup moins de levier qu'avant, parce Mmh. qu'avant, la banque vous prêtait 110%, 115% Mmh. de la valeur de votre truc. Donc ça veut dire qu'elle vous payait les frais de notaire. Mais le Ouais. lendemain matin de votre achat, les frais de notaire, vous les avez déjà perdus. Hein. Mmh. Donc, votre immobilier, il a déjà payé 10%, il a déjà baissé de 10%. Donc, il faut les rattraper, les 10%. Donc, Mmh. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le faire sur des périodes beaucoup plus courtes et il faut être hyper strict sur vos points d'entrée à l'achat. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en bas de couloir, parce que si vous êtes en haut de couloir, vous êtes foutu. Donc, Très clair. voilà. Très, très clair. Merci à toi. Alors, on avait une autre question. Quand est-ce qu'on verra les conséquences de la hausse du blé et de quel ordre sera la hausse sur l'alimentation? Bah, donc comme d'habitude, je donne un début de réponse, puis tu donneras la réponse plus approfondie juste après. Mais comme d'habitude, on a, une conséquence immédiate avec des pays à l'échelle des pays où là, les pays d'Afrique du Nord, ont cherché, impérativement à faire des stocks de blé. Donc on ne le voit pas encore dans le prix des pâtes, c'est vrai, mais bon, de toute façon, c'est pas que le blé. Donc, fondamentalement, vous allez voir une hausse des prix. On avait parlé de l'inflation généralement parce qu'il y a la planche à billets, mais les conséquences de la hausse du blé pour l'instant, géopolitiquement, elles vous ont donné un début de panique au Maghreb et pas que, dans toute l'Afrique ensuite. Et ensuite, bah, qu'est-ce que tu en penses, Olivier, d'une façon plus générale? Bah, les hausses de prix du blé vont évidemment impacter l'alimentaire. On sait très bien que ça va faire monter les prix sur les pâtes, sur le pain, etc. Bon, maintenant, vous dire dans quelle proportion, j'en ai aucune idée, mais souvent en plus, les boîtes alimentaires en profitent, si vous voulez. Donc, elles ont un prétexte. Donc, elles vont Mmh. vous dire, ah bah oui, mais c'est l'Ukraine, donc j'augmente le prix de mes pâtes de 25%, mais c'est l'Ukraine. Donc voilà, donc oui, ça va avoir un impact, mais au niveau géopolitique, ça va avoir un vrai Ouais, tu impact parlais de printemps arabe, tu parlais de mais reprise voilà, de printemps arabe. parce que vous avez des pays qui vont en souffrir énormément, Mmh. dans lesquels vous risquez des famines, etc. Ce qu'on ne va pas, a priori, avoir en France ou en Europe. Heureusement, en Mais ça va France, être difficile. on est autosuffisant sur le plan agricole. On l'est encore malgré toutes les conneries qui ont été faites. Donc c'est vrai que ça au moins, c'est vraiment bien. Bon, on a d'excellents retours dans le chat. Merci Hicham Soli pour le don et qui nous dit un grand salut de Chicago à vous 2. On a eu, d'autres dans le chat qui disaient: «Oh là là, un crossover à Berkane de la Marche, c'est le rêve». Bon, bah, très content. On l'a improvisé vraiment, Olivier avait très peu de disponibilité et ça s'est fait comme ça. Donc, voilà, désolé que je sois moi à l'hôtel à ce moment-là et cetera. Bien sûr, on va muscler le jeu. Mais là, vraiment, bah, oui, oui, merci, merci pour cette audience. Donc, on a eu un petit pic à 15 000 en fait, en live. Et puis, je vois dans le chat aussi, j'avais mentionné, bah oui, maintenant que RT et Sputnik ont été flingués, alors que ça donnait. Puis il y avait un autre truc qui me révoltait d'ailleurs, c'est que vous aviez sans doute remarqué sur Twitter, sur Instagram, quand c'était RT et Sputnik, ça disait médias appartenant à la Russie. Bon, très bien, mais ça ne le disait pas pour France 24. Ça ne le disait pas pour les médias, bah, pour la BBC. Pour la BBC, qui est un média d'État britannique, ça ne le disait pas, ça ne marquait pas en dessous. Et ça, c'est un truc sur le plan éditorial qui m'a toujours révolté. Mais bon,
Je disais voilà, on évoquait la possibilité de faire un média Super France, où on vous parlerait, où on essaierait d'avoir une ligne quand même positive, de vous dire la situation, mais quand même de donner des propositions, comme ça a déjà été un peu fait dans ce live. Le tour Super France, rappelez-vous, on avait eu des trucs vraiment très intéressants. C'est marrant parce que, quand on était à l'étape Bordeaux, par exemple, on avait vu un élu local qui était entrepreneur, qui avait fait de la méthanisation, des eaux usées parce qu'on sait que ça marche. On a plein d'exemples au Danemark, ils le font depuis 20 ans. Il avait fait de la méthanisation des eaux usées, et il avait fait évidemment tout le benchmark parce que c'est quand même 300 millions à l'échelle de la grande région par an, le chauffage des collèges-lycées, 300 millions par an. Et donc voilà, il voyait qu'avec la méthanisation des eaux qui en plus récupère aussi les déchets, notamment des centres équestres. Dans la zone, il y en a beaucoup. Quand on met du crottin dans les eaux usées, ça réduit les temps de filtration et en plus, ça méthanise davantage. Donc, des petites économies d'échelle comme ça. Mais donc, le type avait dit, bah, j'ai pas pu parce que c'était pas légal en France. Donc la loi, les directives environnementales me l'ont pas permis, donc je me suis pris une amende, j'ai eu, l'équivalent, je sais pas comment on dit en français, mais d'un cease and desist là, donc arrêtez immédiatement ce que vous faites, c'est pas bien. Et le type, il était en train de faire un plan pour que sa région arrête de payer 300 millions par an, en chauffage de collèges-lycées. Donc en France, les lycées dépendent des régions et les collèges dépendent des départements. Mais il avait tout son truc et c'était du bon sens et ça marchait et il nous a dit: «Bon, voilà, légalement, je pouvais pas, donc c'est aussi con que ça, j'ai dû arrêter». Et ben voilà, si on reprend et qu'on reprend un petit peu, qu'on réunit l'équipe des grands éditorialistes de RT, comme toi, Olivier, comme, je pense aussi à Philippe Murer et cetera, même s'il est très colbertiste. Mais bon, moi, je t'avoue que des fois, j'ai des tentations colbertistes moi-même. Et qu'on fait qu'on fait Cède, cède, scène. Bon, très cède bien. des tentations. Très bien, scène. Parce que c'est vrai que dans les années 80, c'était moins à la mode. Mais maintenant, c'est vrai quand on voit la situation, bon. Mais donc voilà, si on regroupait les éditorialistes de RT, et qu'on créait ce média Super France, juste avant ce live, j'étais, en contact avec un investisseur potentiel pour faire un média Super France, donc audiovisuel et presse écrite, pourquoi pas avec, en PDF quoi. On s'amuserait pas à se lancer dans l'impression. Mais c'est quelque chose, voilà, dites-nous ce que vous en pensez aussi parce que je vois qu'on a une communauté qui serait prête à ça et que le vide, l'énorme vide en fait de liberté de parole, parce qu'il y avait que sur RT qu'on pouvait dire que Bruno Le Maire faisait n'importe quoi. Il y avait que sur RT qu'on pouvait dire que le quoi qu'il en coûte était une politique complètement suicidaire. Et maintenant, il n'y a plus RT. Donc évidemment, RT, on savait très bien que quand on nous disait des trucs positifs sur la Russie, bah, ils sont russes, on le sait. Il n'y a pas moyen de se faire manipuler, les mecs, on sait pour qui ils roulent. C'est beaucoup plus vicelard quand vous êtes sur un Libération ou sur un truc où la plupart des gens ne savent pas que ça fait partie du groupe Altis. Mais là, si on crée un média coopératif, avec la ligne éditoriale, de La Marche, Murer, bah, là, quand je vois la quantité de gens qu'on a eu sur le live, je me dis que ça pourrait vraiment faire un truc pas mal. Donc, idée à creuser, sachant encore une fois que j'ai eu un investisseur, au téléphone juste avant ce live. Donc des fois, il y a des signes qui ne trompent pas. Je vérifie, alors, oui, il y a quelques dernières questions. Vaillant Ali nous demande: «Est-ce que Dubaï reste safe pour l'expatriation?» Bah, pareil, je vais donner un début de réponse et je laisserai la conclusion à Olivier. Mais, bon, Dubaï en tant qu'émirat, parce qu'il y a les Émirats arabes unis, mais il y a Dubaï en tant qu'émirat. Dubaï est surendetté. Dubaï, ils sont financièrement, ils ont fait all-in sur la pierre et aujourd'hui, leurs bureaux sont vides et Dubaï est surendetté. Et qui détient leur dette? C'est Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est la banque des Émirats. Ils ont leur fonds souverain et tout. Maintenant, Dubaï, quand on voit ce qu'ils font, je veux dire les îles, machin, enfin, il y a même un youtubeur qui a très bien résumé ça, enfin, c'est un truc qui est connu. La Burj Khalifa, elle a pas d'égout, donc elle est pas reliée aux égouts. Donc il y a un côté Potemkin à Dubaï, c'est-à-dire que, il y a des camions qui font la queue, pour vidanger, donc il y a une fosse sous la Burj Khalifa qui n'est reliée à rien, qui n'a pas le tout à l'égout et il y a des camions qui font la queue et qui embouteillent les autoroutes la nuit pour vidanger. Donc c'est ça Dubaï, en fait. Alors, pour une expatriation, oui, bon voilà, c'est un endroit où Nabila, qui est poursuivie par la justice suisse, si ma mémoire est bonne, peut se planquer, par exemple. Voilà, bon, si c'est ça qui vous intéresse, oui, c'est un endroit où vous pouvez vous planquer, même si vous êtes recherché, plus ou moins. Oui, le youtubeur qui a parlé notamment de Tout à l'égout, c'est Bruno Le Salé. Voilà, il est pas mal ce qu'il a fait. Mais donc, voilà mon opinion. Et la situation économique de Dubaï n'est pas bonne. Celle d'Abu Dhabi est bonne, mais Abu Dhabi, bon, quand vous détenez de la dette de Dubaï, à un moment donné, dans votre compta, ça va pas être très reluisant. Mais bon, Olivier, ton avis?
Non, non, mais alors je suis 100% sur ta ligne. Pour moi, c'est une illusion, Dubaï. C'est très, Ouais. d'ailleurs, c'est très, pour moi, c'est très symptomatique de l'époque dans laquelle on est. Mmh. C'est-à-dire, c'est de l'illusion. C'est-à-dire, on construit sur du sable, on construit, et puis on s'aperçoit quelques années après que les baraques s'enfoncent et qu'on a les pieds dans l'eau, quoi. Alors qu'on a fait quand même un chèque assez correct pour acheter la maison en question. Donc, pour moi, c'est du fake total, quoi. Alors, oui, c'est amusant peut-être d'y passer un moment. Vous aviez en effet beaucoup de gens qui y allaient parce que pas d'impôts, etc. Et que donc c'était assez sympathique. Mais là, qu'est-ce qu'on voyait d'ailleurs à Dubaï? On voyait bah, tous les gens qui avaient gagné un peu de pognon dans la télé-réalité et qui allaient s'installer à Dubaï et qui faisaient le porte-manteau en vendant des produits à Dubaï parce que, bon, alors ils se sont fait rattraper d'ailleurs par le fisc français qui leur a dit vous êtes mignons, mais vous faites tout votre business en France, donc par ici la monnaie. Et voilà, mais c'est moi, personnellement, si vous voulez, je me vois pas partir à Dubaï même pour des raisons fiscales. Et même si Macron est réélu, c'est pas Dubaï que je vais choisir. Mais enfin bon, Ouais. voilà. Voilà, bon, c'est vrai qu'en cas de re-lockdown, alors les endroits pour conclure qui ont pas eu de lockdown, il y avait la Floride, il y avait, bien sûr, le Texas. C'est pas pour rien que Musk s'est barré Bon, tous là-bas les d'ailleurs. États républicains, hein, Oui, d'une façon quasiment. générale, peut-être pas tous, il y a dû avoir deux Non. trois un peu traîtres, mais c'est vrai que majoritairement les red states, donc les États républicains, ont pas déconné, sur ce coup-là. Au fait, on a donc Alex qui dit: «Mais Alex, tu es un généreux là, aujourd'hui là, boum, des coups de». Alors, j'édite des dizaines de médias, 30 millions d'abonnés sur la francophonie. Idriss, n'hésite pas à me contacter pour, je puisse t'exposer ma vision du média Super France. Eh bah, écoute, bah, faisons-le. Là, vraiment, je vois que le vide laissé par RT nécessite vraiment d'avoir une liberté de parole éditoriale, en particulier éditoriale, pas juste réagir aux news, mais avoir une vision long terme. Mais donc, ouais, pour revenir à où se barrer en cas de reconfinement ou de machin, alors la Suède avait donné des espoirs, mais on voit que maintenant, elle est peut-être un peu discutable. Cela dit, bon, il y avait la Suisse. C'est vrai qu'ils ont pas complètement déconné. Ils ont eu quand même du QR code et tout, mais ils ont pas complètement déconné. L'Angleterre apparemment est revenue à la normale de ce qu'on me dit. J'y ai pas foutu les pieds depuis 3 ans, mais voilà. Et toi après c'est peut-être un peu personnel, donc n'hésite pas si tu Non, mais préfères le mais je crois que malheureusement, tu vois, j'ai beaucoup cette question qui revient. Et je dis tout à fait humblement, je n'en sais foutre rien. Parce ouais. que il y a 10 ans, on m'aurait posé la question, j'aurais dit l'Australie, la Oui, voilà, la Nouvelle-Zélande, le Nouvelle-Zélande. Canada, etc. Or, Mmh. faut avouer que C'est en devenu des 2 ans, c'est dictatures, ouais. tombé, c'est devenu les pires endroits où Ouais. aller. Donc j'en sais rien. Mmh. Je veux pas vous donner quoi que ce soit comme idée là-dessus parce que malheureusement on l'a vécu et on a vu qu'en 2 ans, 3 ans, on pouvait complètement avoir un pays qui Basculer, bascule. Et donc ça me paraît difficile de donner des conseils aujourd'hui là-dessus. mmh mh, mmh. Absolument. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. Merci Olivier, hein, d'avoir pu te rendre disponible pour ce live. Merci Idriss. On a d'excellents retours dans les commentaires, vraiment, ils ont dit: «Très bonne analyse» et tout. Je ne vais pas te faire la liste de tous les très bons commentaires qu'il y a eu, mais voilà, la chaîne t'adore. Et je serais ravi à ce qu'on repasse. Écoute, comme tu le sais, ma chaîne t'est ouverte, hein. Tu viens poser des éditoriaux ici quand tu veux. Cela dit, bien sûr, je te recommande de développer ta chaîne maintenant que tu es plus sur RT librement, parce qu'il y a plein de gens qui t'écoutent et qui sont suspendus à tes analyses. Et évidemment, si on met en place le média Super France, on sera ravi de t'avoir comme éditorialiste, parce que c'est évidemment une énorme perte pour la liberté et la diversité d'opinion. Je rappelle juste
que c'est dans les textes officiels en France, hein, il y a des textes de loi qui reconnaissent officiellement la diversité d'opinion comme un des piliers de la démocratie. Bah, j'ai malheureusement envie de dire mon cul sur la commode parce que concrètement, on voit bien que cette diversité d'opinion, ils s'en sont contrebattus avec une porte-fenêtre, comme dirait Bruno Gaccio, quand ils ont fait sauter ces médias-là. Et donc, ce n'est que partie remise parce que voilà, maintenant, le génie est sorti de la bouteille et il y a moyen d'avoir une diversité d'opinion. Les gens se rendent bien compte que quand on leur dit que tout va bien, et que notre gouvernement, notre leader suprême, comme dirait Greg Tabibian, fait tout bien est évidemment infaillible, sauf peut-être avec son rasoir Gillette, mais à part ça, tout ce qu'il fait est parfait. Bah, c'était important d'avoir une grande diversité d'opinions. Donc merci à toi, Olivier, et à la Merci prochaine Idriss, ou ailleurs. Porte-toi bien. toi aussi.